et ravi de vous retrouver pour un nouveau live DeFi. Donc déjà on va commencer par là. Donc désolé pour mardi dernier, c'est vrai que j'ai même pas pensé à l'annoncer. Mais j'étais à un événement à Bordeaux. Je crois qu'il y a peut-être les replays qui vont pas tarder, je vous les partagerai. Euh, donc j'ai pas pu faire le live, mais pas de panique. Donc voilà. Et ça parlait, on a parlé gouvernance et NFT. J'ai fait deux panels là-bas. Donc voilà, je vous mettrai un ping sur Twitter ou autre quand ça sera dispo. Mais donc aujourd'hui, je me suis dit que dans la lignée logique de la semaine dernière, du dernier live, pardon, on va parler un peu de stable. Et notamment, j'en ai choisi trois, parce que comme d'habitude, c'est pas spécialement préférence ou quoi que ce soit, c'est plus que chacun sont emblématiques d'une certaine approche, disons, et ils nous permettent d'apprendre des choses sur la DeFi, comme toujours. Quand on analyse des protocoles ici, c'est pas pour vous shield le protocole, c'est parce que le protocole est pertinent et que on cherche à comprendre en quoi il est pertinent, tout simplement. Et voilà. Donc dans ce même esprit, on va aller regarder côté trois stablecoins, donc Fei, Frax et Mime, pardon. Et après ça, je me suis dit que j'allais aborder un sujet que je n'ai pas abordé sur cette chaîne, sur cette channel Twitch, pardon, parce que j'avais un peu peur des apes et des conséquences que ça peut avoir, qui sont donc les tokens à Rebase avec les fameux Homme et Climat. Waouh, merci Ultraction pour le Prime. Euh, et sauf que bon, voilà, je pense que le sort est brisé. Ça en parle partout maintenant. Donc, même s'il y a des macaques qui ape comme des macaques suite à ma discussion sur ces tokens, bah voilà, je pense que ça sera de la faute de ces macaques et ça sera leur problème. Waouh, bah, merci Shemla aussi pour le sub. Donc, et on va peut-être parler aussi un peu, peut-être si on a le temps à la fin. Bon, on parle pas trop du prix ici, vous le savez bien, mais le prix reflète des choses. Et en l'occurrence, quand sur cette chaîne on terrorise depuis 6 mois, qu'on attend un supply crunch sur CVX et CRV et qu'on le voit arriver, bah, c'est toujours sympa de voir ces thèses confirmées, de voir le marché se réveiller. Et donc peut-être qu'on reviendra là-dessus aussi. Mais donc, d'abord, les Sable. Et notamment, j'ai envie de commencer par Frax, parce qu'il a fait beaucoup de bruit dernièrement. Et pareil, bon, allez, on ne parle pas de prix ici aussi non plus, mais je vous le montre rapidement à l'écran. Il a fait beaucoup de bruit, et donc son token de gouvernance associé à son stablecoin, c'est aussi pas mal apprécié sur ces derniers jours, ce qui a pu aider à le mettre sur le radar de pas mal de personnes, je pense. Mais, alors, dis donc, c'est la fête du Prime, merci à tous. Donc avec Frax, c'est vrai qu'en plus, j'ai envie de dire que j'étais un peu dur avec lui. Mais dans le sens où moi, je vous ai parlé de stablecoin jusqu'à présent, plus on a fait voilà, la censurabilité des stablecoins et des trucs comme ça. Bon, en termes de mon évaluation initiale, je reste ferme là-dessus. Hein. C'est absolument censurable, Frax. Totalement censurable. Puisque paquet uniquement par de l'USDC sous différentes formes. Donc une fois qu'on a exclu ça, ça ne veut pas non plus... Bon, pas que de l'USDC d'ailleurs, parce qu'il y a une part algorithmique d'ailleurs, mais une fois qu'on a exclu ça, ça ne veut pas non plus dire que c'est un projet acheté. C'est juste que si votre but c'est la résilience à la censure, bah oui, là c'est un projet acheté. Mais en l'occurrence, il apporte d'autres choses que ça, et notamment potentiellement des rendements, de la liquidité, c'est utilisé dans d'autres protocoles aussi. Mais c'est plus au niveau de comment est structuré Frax, moi, que j'ai envie de m'épancher un peu, on va dire, puisque ce qui a fait un peu que les gens se sont réveillés, disons, sur Frax dernièrement, c'est qu'en fait, il y a eu un tweet notamment il y a quelques jours qui est passé, où les gens réalisaient que la trésor de Frax dégage un beau retour. Alors je sais plus où je peux le trouver parce que j'ai pas envie de vous le dire de tête, mais je crois qu'on parlait de... D'ailleurs si quelqu'un là dans le chat, je suis preneur, hein. Je crois qu'on parlait de... j'ai envie de dire 3M par jour, mais ça me semble un peu excessif. C'était peut-être 3M semaine. Mais voilà, on est quand même sur un truc où en gros, voilà, la trésor, elle tourne bien, puisque... donc cette trésorerie qui sert à collatéraliser le Frax, comme vous pouvez le voir à l'écran là, elle est déployée dans tout un tas de trucs. Elle fait du lending, elle sert elle est sur Curve, elle est dans d'autres systèmes aussi. Et donc
tous ces investissements-là, disons, produisent un rendement qui est tout simplement distribué aux gens impliqués dans le protocole, où là, ils ont un mécanisme assez similaire à Curve. Tiens, surprise, surprise, un protocole qui marche avec une mécanique VE. Wouhou. Donc, une logique où vous prenez vos FXS, vous les verrouillez pour une période de temps variable, et en fonction de à quel point vous avez verrouillé, vous en allez avoir plus ou moins, exactement comme Curve, et ça vous donne le droit à une part des frais. Oui, voilà, pardon. Donc le rendement, il est ici. On parle de 3,5 millions de dollars semaine distribués aujourd'hui aux FXS holders. Pardon. À ceux qui loguent leur FXS dans leur DAO pour avoir des VE FXS. Et bon, c'est une belle trend aussi. Si on part sur un truc un peu plus long, peut-être on va avoir des données. Ouais, bah, c'est pas énorme, mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'historique. Mais donc on se retrouve un peu dans une situation assez similaire à Curve au niveau de ce token de gouvernance où on a 75% des tokens, comme vous voyez ici, qui sont verrouillés, du total circulant, pardon. Et bon là en l'occurrence, alors combien de temps on lock chez eux? Comme j'ai pas de FXS, je ne peux pas voir. Je sais pas quel est le maximum. Mais bon, c'est en tout cas, le lock est pour 1 an en moyenne, ce qui est plus bas que sur CRV, vu qu'il y a pas mal de vaults qui lock à perpétuité, donc 4 ans. Mais ça reste néanmoins assez intéressant de voir. J'ai envie de dire tout ça, ça va dans la vague un peu DeFi 2.0 en fait. Ah, bien vu, Hudson. VE, le préfixe VE, bah, c'est juste. Je sais même pas s'il correspond à quelque chose de spécifique, mais en gros, c'est du. Non, VL, c'est votre log. VE, c'est du. Bah, attends, faudra aller voir sur le contrat de Curve. Est-ce qu'ils lui ont donné un petit nom complet, par exemple? Je ne vais même pas aller voir. On peut aller faire ça vite fait. Même là, on va pas le trouver. Et j'ai des trucs de Yearn. Bah, attends, là, on va retrouver IVE. IVE, ok, IVE. Quelle horreur. Et Gnosis qui lock dans. Ouais, c'est trop bizarre ça. VE. Non, honnêtement, je sais pas, faudrait voir après. Mais en gros, c'est l'idée que bah, c'est dans le mécanisme curve, vote. Ah, c'est ça, VE, tout simplement. Oui, bah, ça me semble assez logique. En gros, en soi, c'est ça. Tu peux pas mobiliser ton CRV pour t'impliquer à aucun niveau dans la gouvernance tant que tu l'as pas. Vote escrowed. Merci, le traction. Putain, je savais qu'il y avait quand même un truc. C'est exactement ça, ouais. Donc, c'est ça, en gros. C'est tant qu'il n'a pas été vote escrowed, donc VE, il peut pas être mobilisé dans la gouvernance. Et peut-être un petit rappel au cas où, mais ce mécanisme-là, il est intéressant aussi à un niveau qui fait que bah, CRV, vous pouvez l'emprunter partout, notamment sur AV, alors que par exemple sur AV, vous ne pouvez pas emprunter AV. Parce que AV a peur d'une attaque de gouvernance basée sur un petit mariole qui arrive, qui emprunte 5 millions d'AV et qui va faire passer une proposale qui est n'importe quoi. Là, ça, c'est impossible sur Curve. Enfin, c'est techniquement possible. Le gars, il peut emprunter une blindasse de CRV, sauf que bah, pour les mobiliser dans la gouvernance et pouvoir impacter un vote, il va devoir les verrouiller 4 ans. Donc, a priori, voilà, il ne peut pas faire son petit coup de « Ah, j'emprunte pour un mois pour voter, pour faire passer ce que je veux, et après, je m'en fous. » quoi. Il est obligé de s'engager. Donc ça, à ce niveau-là aussi, c'est un mécanisme intéressant, même au niveau de se protéger des attaques de gouvernance par emprunt massif du token de gouvernance de la plateforme. Mais donc voilà, oui, je voulais vous parler de Frax aujourd'hui à 2 niveaux. Bon, déjà parce que cette mécanique VE, comme depuis le premier marathon Curve, déjà je crois qu'on mentionnait qu'on s'attendait à voir le modèle VE forqué à foison à peu près partout, puisque c'est celui qui fait le plus de sens à l'heure d'aujourd'hui. Alors tous les protocoles ne peuvent pas forquer un modèle VE, hein, il faut quand même avoir des choses à décider, c'est pas juste on copie tel quel. Mais voilà, ça a de la pertinence. Moi, je suis surpris de les voir arriver aussi tard, pour être honnête. Mais bon, ça, c'est après. Parfois, ça met du temps. Le consensus sur un modèle met du temps à émerger, disons, quoi. Et après, là où c'est chouette aussi, c'est. Est-ce que je peux connecter mon wallet pour vous montrer? Je pense que oui. Là où c'est chouette, c'est que bah, ils ont répliqué la mécanique des gauges aussi de Curve. C'est-à-dire que là, au lieu de voter sur
les pool curves, bien sûr, ça n'a rien à voir avec Curve, ce protocole. Vous votez en fait sur différentes, on va dire comme ça, sous-composantes du protocole Frax pour décider en gros vers où on alloue les FXS sur différents mécanismes de liquidité qu'ils ont. Donc là, vous voyez par exemple, il y a la paire Uniswap V3 FraxDAI. Ils ont un truc dans MStable, ça existe encore ce truc, ok. Ils ont une paire sur Sushi aussi. Gelato, Uniswap, FraxDAI. Ah ouais, ça doit être une position gérée automatiquement par Gelato, ça. Le Frax USDT sur Uniswap V3. Et c'est quoi le dernier? StakeDAO. Ouais, ils ont fait un truc avec le module stake, ok. Donc en gros, ça réplique toute la logique de A à Z. Et ça, c'est assez intéressant. À voir si ça a de la pertinence sur le long terme vraiment. Mais je pense que oui, en tout cas au niveau de l'échelle de leur protocole, d'optimiser l'utilisation de leur propre liquidité, ça me semble pas mal. Je vous en parlais aussi parce que, je crois que je l'ai même mis dans le titre d'ailleurs, parce que tout ça, ça s'inscrit un peu dans la démarche de la fameuse DeFi 2.0 que vous voyez échiler partout. En fait, bon, alors, on n'est pas encore clair sur qu'est-ce que ça constitue de la DeFi 2.0. Apparemment, il y a débat. Mais pour moi, la DeFi 2.0, c'est assez simple, quoi. C'est des protocoles qui gèrent leur propre liquidité. Ça va être ça la définition primitive. Et donc, cette définition, elle est intéressante puisqu'elle exclut d'office toute la DeFi 1.0. Donc, a priori, si tu veux faire une DeFi 2.0, c'est à peu près le but. Donc, c'est-à-dire tous les protocoles AV, Maker, Compound, Uniswap, blablabla, tout cela, ils ont des DAO qui possèdent que de leurs propres tokens ou quasi, et leur liquidité, elle est 100% contrôlée par des tiers. Donc, pas DeFi 2.0. Maintenant, DeFi 2.0, ça donne quoi? Mais du coup, ça donne un protocole qui contrôle sa propre liquidité, ça c'est un. Mais qui dit contrôle sa propre liquidité dit probablement des décisions, des choix, des arbitrages à faire par rapport à ça, et dit aussi des frais collectés sur cette liquidité. Et donc là, ça donne des structures assez intéressantes, puisque vous avez des protocoles qui, a priori, par définition, leur token, c'est un token productif, puisqu'il est associé à un protocole qui gère des fonds qui sont utilisés pour faire différentes choses, mais qui collectent des frais qui reviennent au holder, d'une manière ou d'une autre, du token de gouvernance. Donc moi, je pense que c'est en tout cas comme ça que, si on me le demandait, je définirais la DeFi 2.0. Donc vraiment, un prérequis fondamental qui après donne des conséquences. Prérequis fondamental étant le protocole contrôle sa liquidité. Les conséquences de ça étant, eh bien, le protocole a donc différentes décisions à prendre par rapport à sa liquidité, ce qui est quelque chose de nouveau, puisque AVI, il ne vote pas sur sa liquidité, vu qu'il n'en possède pas. Et enfin, le protocole contrôle sa liquidité, donc collecte des frais, différentes manières, même s'il apporte en lending ou autre. Et donc ça veut dire que le protocole est par nature même productive, et donc a potentiellement des mécanismes de distribution des frais, comme on le voit sur VEFXS. On va y venir au home là et tout ça, au sui, je vois dans le chat. Alors, c'est marrant, une question sur l'equity. Ben moi, l'equity, je pourrais arguer que c'est de la DeFi 2.0 aussi d'une certaine manière, dans le sens où, certes, l'equity ne contrôle pas sa pool curve, mais l'equity a quand même une stability pool qui sert de backstop au protocole et qui est au fond contrôlée par le protocole lui-même. Donc c'est un peu de la DeFi 1.5 ou alors de la DeFi 3.0, en effet, comme tu le dis, Amstaza, parce qu'il ne faut pas oublier que l'equity c'est unstoppable, et ça pour moi, rien que ça le met dans une ligue au-dessus, une ligue à part en fait, c'est pas au-dessus, c'est à part. C'est fondamentalement différent de tout autre marché monétaire et de tout autre service de lending à cause de ça. Mais on se perd en route. Donc, ouais, cette idée de DeFi 2.0, moi je pense qu'elle est quand même assez pertinente. Alors bien sûr, là c'est du marketing, tout le monde aime se dire DeFi 2.0 et vous allez avoir des protocoles dinosaures qui vont acheter un M de leur liquidité pour après pouvoir se dire DeFi 2.0, probablement que ça va arriver. Mais voilà, la réalité c'est que, moi je vais me mettre honnête, hein, par exemple quand je vois des trucs comme Alchemix faire du band et tout ça maintenant, bon, pourquoi pas les gars, mais allez, vous en avez pour 3 ans à acheter toute votre liquidité, et d'ici là, je pense que bon, on sera passé à autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte aussi que dans cette DeFi 2.0, il y a l'exclusion des protocoles 1.0 qui ne contrôlent pas leur liquidité, mais il y a aussi un autre truc qui est toute une fraction de protocoles qui ne pourront jamais être 2.0. Pourquoi? Parce qu'ils ont épuisé leur token de gouvernance en termes d'émission. C'est-à-dire qu'ils ont surémis leur token de gouvernance à un moment donné, et donc en fait maintenant ils n'ont plus assez de puissance de frappe pour pouvoir réorienter ça pour essayer de posséder leur liquidité. Ou en tout cas, ça va être très difficile. Et donc ça aussi, c'est à avoir en tête dans vos analyses. Ça reste que mon avis.
vous en faites ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que le token mentionné comme exemple de ça est voué à mourir. Peut-être qu'il va faire plein d'autres choses, peut-être qu'ils ont plein d'autres projets. Mais en tout cas, moi j'accueille ça avec un certain scepticisme. Je vous avais déjà parlé à l'époque que j'estimais que les émissions étaient 4 à 5 fois trop élevées sur le liquidity mining d'Alchemix, et c'est ce qui a amené le token à faire de 1600 à 400 et à rentrer dans une sorte de bière perpétuelle dont ils ne se sortent plus depuis. Donc ça à avoir en tête, quoi, parce que c'est vrai que le protocole qui possède sa liquidité, ça a aussi des avantages. Je pense qu'on le verra un peu plus sur Rome et tout ça, mais en termes de contrôler les vagues spéculatives, pas contrôler, mais encadrer, disons, les vagues spéculatives qu'il peut y avoir sur le token de gouvernance. Donc ça, c'est pour Frax, un modèle à avoir en tête, un modèle qui est du coup ancien, hein, parce que ça date quand même depuis un petit bout de temps, mais qui au final a bien réussi à évoluer, à se moderniser, disons-le. Bon, dès le début, il y avait cette vision algorithmique et des fonds contrôlés par le protocole, mais voilà, ils ont quand même été assez loin dans leur logique avec les hameaux et les choses comme ça, et ils expérimentent aussi des choses avec différents projets comme leur liquidité Uniswap gérée par Gelato. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à aller voir. Là où je suis curieux, par contre, tiens, j'enverrai peut-être un DM au founder. C'est quoi ce decentralization ratio à 42%? Ah, qu'est-ce que ça peut être? Ah, si je vois les maths. Oh putain, mais alors si c'est ça, c'est vraiment honteux de faire des maths pareils. Donc, si j'en comprends leur distribution de leurs fonds, ils considèrent que la part algorithmique est décentralisée, ça je veux bien. Ça correspond à 20% de leur collatéralisation, à peu près, un peu moins. Et après, ils considèrent que sur Curve, ils ont 300M. 300M dont va savoir comment aller la pool, mais c'est probablement Tricrypto et Frax. Donc ça veut dire concrètement moitié en Frax et après 17% en USDC, 17% en USDT, 17% en DAI. Et alors on va savoir où ils trouvent encore 20% de décentralisé là-dedans. Peut-être qu'ils considèrent le DAI comme décentralisé, ce qui est bien sûr une grosse blague. Ou alors ils considèrent l'USDC ou l'USDT comme décentralisé. Dans ce cas-là, je vois pas. Parce que le reste, c'est sur du lending, mais ça doit être du Frax. Ouais, il faudra aller voir le détail, mais bon. Je vous dirai si j'ai une réponse là-dessus. Je suis assez curieux de voir ça. Je pense que c'est peut-être... Ouais, c'est du marketing, quoi. Alors, pour Frax, bon, c'était pas... Le but, c'est pas de vous faire un marathon Frax, hein, c'était juste de vous présenter ça. Tiens, ils ont du crochet aussi, intéressant. De vous présenter ça, mais si vous avez d'autres questions, peut-être à la rigueur. Après, moi-même, je ne suis pas un expert, je le suis d'un assez haut niveau et je ne participe pas au protocole moi-même. Alors, un autre truc que je voulais discuter, puisqu'on on en a déjà parlé un peu, mais je voulais quand même revenir là-dessus pour être sûr, qui est donc dans la même range pour moi, que je mets exactement dans la même catégorie, malgré le marketing, et là je ne veux pas peser mes mots, absolument honteux et mensonger de la part de son fondateur, qui est donc Daniel là. Donc, juste pour être sûr, avant qu'on rentre dans le détail, MIM est un stablecoin absolument centralisé, en fait, sur le multisig de l'équipe. Il ne peut pas être créé sans action volontaire de la part des personnes qui sont dans ce multisig. Et après, on peut regarder ses collatéraux et tout ça, mais rien que ça vous dit que quand quelqu'un vous dit MIM décentralisé, vous lui dites direct, tu te fous de ma gueule ou tu sais pas de quoi tu parles. En l'occurrence, quand c'est le créateur qui vous dit ça, vous pouvez lui dire tu te fous de ma gueule. C'est ce que j'ai fait sur Twitter et il m'a pas répondu. Donc, voilà. Ça m'énerve un peu les gens qui vendent des patates comme ça, quoi. Donc, c'est pour ça que j'étais là à être clair là-dessus. Ça ne veut pas dire après que Abracadabra est un protocole de merde, mais par contre, je vous avoue que moi, ça ne me rassure pas quand je vois des attitudes comme ça de la part des créateurs, quoi. C'est-à-dire qui sont volontairement en train de entretenir de la confusion pour montrer que leur truc, il est pertinent ou pas. Sachant qu'en plus, là, le protocole est pertinent en termes de leverage en DeFi et tout ça. Il y a des choses à faire avec. T'as pas besoin de nous le vendre comme un truc décentralisé qui n'en est pas. Ça. Donc, ouais, je crois qu'on avait parlé de MIM la dernière fois en termes de comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Ça, je pense que c'est bon d'avoir ça en tête. Il y a aussi ce fameux site-là pour voir un peu la progression par rapport à DAI. Oh là là.
Salut du gradient. Je vois que ça parle un peu de CRV dans le chat. C'est vrai que j'étais un peu bourrin sur le dernier live. Il faut croire que le timing était pas vilain. Oh là là. Euh, voilà. J'ai pas d'animosité plus que ça avec Spell ou autre, mais je tenais vraiment à rappeler ça parce qu'en fait, moi, ça me désespère que personne ne le fasse et que en plus, quand on prend le gars et qu'on le met face à sa contradiction, alors qu'il venait de répondre à un de mes tweets, il ignore mon tweet. Voilà, ça c'est un peu bon, ouais. Mais les gars comme ça finit par se voir. Et d'ailleurs aujourd'hui, si vous avez suivi un peu les discussions sur Twitter, vous avez vu qu'il y a eu un peu de voilà de levée de bouclier, j'ai envie de dire, parce qu'à un moment donné, tu bullshit, mais ça commence à se sentir quoi. Alors après, et maintenant que ça c'est dit, ça ne veut pas dire que le protocole sert à rien. Et en l'occurrence, MIME, c'est un très bon outil de dégène pour leverager en DeFi, mais ça n'ajoute strictement rien à la résilience de l'espace. Voire, vu la démarche de l'équipe et ce qu'ils sont en train de faire avec UST et tout ça, ça crée potentiellement un début de petits risques, pas systémiques, mais de risques à l'échelle de tous les protocoles qui sont en train de connecter entre eux. Mais maintenant, une fois que vous avez ça en tête, ça a quand même de la pertinence. On le rappelle qu'ils ont des pool curves en collatéraux acceptés, des tokens comme le AGLD, voire même le SHIB, que vous ne trouvez pas ailleurs, que vous ne pouvez pas utiliser comme collatéral ailleurs. Donc ça, c'est vrai que ça c'est un apport, quoi. Ça permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant Abra. Donc donnons à César ce qui est à César. Très bon outil de leverage. Mais, et pour finir là-dessus, désolé si je suis redondant, absolument zéro apport en termes de résistance à la censure. Et c'est même extrêmement pire que DAI, par exemple. Si on veut être honnête. Puisque bon, DAI, je vous rappelle qu'il n'y a quand même pas besoin qu'une multisig se bouge le cul pour créer des DAI, quoi. Alors que sur MIME, encore une fois, et juste pour finir là-dessus, si Daniel et l'équipe disparaissent, il n'y a plus de MIME qui sont créés, vous ne pouvez plus emprunter. Résistance à la censure, ça Voilà. Et après, je vais arrêter de faire mon Chris Black, ouais. Mais en même temps, non. Et je veux dire, il y a des trucs, s'ils ne sont pas dits, moi je les dirais. Et c'est ma conviction qu'il faut qu'ils soient dits, que ces choses-là doivent être dites. Et je continuerai de les dire, même si ça fait chier une partie de l'audience, je suis désolé pour vous. Donc, maintenant que c'est dit, on a parlé pas mal sur cette chaîne aussi de toute la stratégie qu'ils ont faite sur Curve et tout ça. Et c'est vrai que ça a clairement bien marché. Vous avez vu le token déconner ces derniers temps. Vous avez vu la pool Curve être une des plus grosses qui existent, je crois, maintenant à l'heure d'aujourd'hui, avec genre 2 milliards de liquidités ou un truc délirant comme ça. Ouais, c'est ça, on a un petit 2,1 milliard dedans, tranquille. Et donc, clairement, en termes de stratégie DeFi, disons, ça a marché. Et je pense que c'est un exemple à évaluer. Mais, et après, là, on rentre plus dans mon analyse personnelle, hein, dans, disons, ma conviction personnelle. Je suis toujours utilisateur d'Abra, mais je suis en train de dérisquer violemment parce que j'aime pas du tout la ligne prise par l'équipe. Et généralement, quand ça part comme ça, ça peut. Je ne vais pas vous dire que ça va le faire. Mais voilà, moi, je suis plus trop confortable avec la gestion du risque là-dessus. Je vais voir comment évoluent les prochaines décisions. Mais potentiellement, je vais liquider tout ce que j'ai sur Abra, Spell inclus. Après, peut-être que c'est le pire call de l'histoire. Peut-être que je suis un gros volos, que je suis en train de vous dire que je dump du Spell, alors que le truc, il va encore faire x10 derrière. Je ne prendrai pas la responsabilité là-dessus. Vous faites ce que vous voulez. Et oui, Daniel m'a gavé en bribe Spell comme tous les holders de CRV. Mais c'est pas pour autant que je dois allégeance à Daniel. Donc voilà, c'est dit. Et oui, on voit dans le chat qu'apparemment il y a d'autres gens qui dumpent spell toutes les semaines. Non, moi j'ai fait le pari de le garder quand même, mais voilà, maintenant j'arrive à un niveau où je suis plus confortable avec ce qui se passe. Et bon, faut encore que je regarde d'un peu plus près pour décider ce que je vais faire. Mais en tout cas, c'est dans la zone rouge pour moi. Un autre truc qui est intéressant et que on en avait discuté sur cette chaîne à l'époque du lancement. Alors ça c'est marrant, ça a été un peu un proof of face. Parce que là-dessus, je vous en avais parlé à l'époque du lancement, où donc à l'époque du lancement, il y avait une sorte de Genesis Event sur Fei Protocol. Pardon, on change de sujet, je vous l'envoie tout de suite. Donc Fei Protocol. À l'époque du lancement, il y avait un Genesis Event où vous pouviez déposer des ETH et ça a accepté les dépôts pendant quelques jours, je crois 2-3 jours. Et à la fin, ça a lancé tout le protocole. Donc, c'est-à-dire ça a créé le FEI, ça a créé le Tribe, qui est le token de gouvernance, et les ETH sont partis en trésor pour collatéraliser tout ça, en très bref.
Alors pourquoi ça a été un proof of face? Parce que j'ai eu quelques gens qui sont venus me voir un peu vénère après parce que le truc, il a eu un lancement un peu chaotique et il s'est pété la gueule. Sauf que maintenant je vais rappeler à ces gens que s'ils n'avaient pas eu des mains faibles, ils seraient en x2 aujourd'hui. Donc c'est une question de patience. Et, qu'est-ce qui est intéressant sur Faye donc? En fait, lui aussi, c'est un petit frax en puissance, mais d'une autre manière. Donc, c'est-à-dire petit frax en puissance. Pourquoi? Pardon, les analytics, elles sont là. Petit frax en puissance, pourquoi? Parce que vous l'avez bien vu, Faye contrôle l'équivalent de plus d'1 milliard de dollars à l'heure d'aujourd'hui. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que contrairement à Frax, où donc Frax c'est 500 M environ, et Frax c'est de l'USDC, là on est à 80 quelque chose pour cent, 85% IS, à peu près. Donc là, vous avez la répartition des 1 milliard. Vous voyez là un énorme bloc 30% IS sur Compound, un autre bloc 30% IS sur AV, un autre gros bloc STIS 10%, un autre fat bloc ici, IS Fay, et ouais, là c'est un truc qui sert à stabiliser le fake aussi avec de l'IS. Donc vous voyez une grande partie de la trésor est encore en IS, et donc là pour le coup, lui peut prétendre au titre d'incensurable. En outre, regardez ici, on a quand même un stable qui est collatéralisé à 400%. Donc là, c'est quand même assez intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y a 250 M faits en circulation, donc 250 millions de dollars, mais le protocole a dans cette coffre pour assurer ses faits 1 milliard en IS. Donc, moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas où va l'avenir, mais ils ont quand même de la marge de progression, disons. Ils peuvent faire des choses. Alors après, il y a il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que il y a donc les utilisateurs qui ont du fait et qui font leurs choses avec, mais le protocole lui-même contrôle du fait et fait des choses avec aussi. Et notamment, ils sont assez volontaires puisqu'ils vont, comment dire, par exemple cette part-là, vous voyez, non, elle est où? Elle est là. Il y a une bonne partie des faits que en fait le protocole lui-même dépose en liquidité sur MarketXYZ. Et en fait, là, ils sont en train d'arbitrer le fait que il y a donc MarketXYZ, c'est un service pour emprunter, hein, et notamment c'est trustless, on en a parlé sur cette chaîne, ça accepte des collatéraux assez dégènes, disons-le, comme le wrap stake home, le stake home, pardon, il n'y a pas besoin de le wrapper dans cette situation. Et donc vous voyez, comme je vous montre à l'écran, on aboutit souvent à des situations où, bah voilà, quand il y a homme dans une pool sur Faye, généralement vous ne trouvez pas un stable à emprunter à moins de 20% de l'autre côté ou quelque chose comme ça. Bon là aujourd'hui il tire un peu la gueule le homme, donc un peu moins. Et donc ce qu'a fait Faye, c'est qu'ils sont partis poser des Faye en liquidité sur différentes pools pour permettre à tous ces dégènes d'emprunter. Et donc là ça c'est génial parce que le protocole est là. En gros le protocole il pourrait littéralement minter 500 millions de faits et il aurait de quoi les baquer. Maintenant, la question, c'est si c'est pour minter du fait et rien à faire, ça sert à rien. Mais maintenant, si vous avez des petits dégènes qui ont faim de stablecoin dans une pool, qui littéralement, ils sont déjà prêts à payer 20-25%, un beau jour, vous arrivez, vous leur posez 2 M de stable dans la pool, ils vont vous les bouffer, mais immédiatement. Et ben, c'est à peu près ce qui s'est passé. Et donc, c'est une approche très smart de Faye, puisque eux, ça leur permet de récolter, au niveau de la trésor du protocole, ce qui est payé par les gars qui empruntent le Faye pour faire leur leverage sur Home ou je sais pas quoi de l'autre côté. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est un autre truc un peu emblématique de la DeFi 2.0 où vous avez, pour le mettre simplement, un protocole qui s'est lancé qui est MarketXYZ avec différentes pools que les gens peuvent créer et un autre protocole qui voit ça et qui voit qu'il y a des gros besoins de liquidité et qui en fait, entre guillemets, arbitre dans le sens où ils vont poser leur liquidité là-bas puisqu'ils peuvent se le permettre, ils en ont largement, pour à la fois répondre à la demande de stablecoin qu'il y a de l'autre côté, récolter les frais qui sont payés d'emprunt. Vous voyez que là quand même, si vous voulez bourreau du fait, c'est 17% annuel. Et en outre, faire connaître leur projet aussi, parce qu'il y a plein de gens qui dormaient sur le Fay, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont redécouvert ou découvert le Fay grâce à sa présence et sa grosse liquidité dans les pools de Fuse, MarketXYZ. Donc, je sais pas si je crois qu'ils sont dans pas mal de pools. Ils ont même fait leur propre pool. Et alors, je vais vous montrer un autre truc. C'est celle-là où ils incentivent. Non, c'est où? Peut-être un autre, peut-être.
Tribe. Non. Zut, c'est où? Là-dedans? Non. Ah non, non, pardon, mais c'est pas sur la pool fait, c'est une pool avec Tribe. Je suis bête. Putain, mais Tetranode, il a fait toutes les poules, ça se passe comment? Alors, j'essaie de vous retrouver ça, mais si je ne retrouve pas, c'est pas grave, peut-être que c'est fini. Mais à un moment donné, ils ont aussi. Il y avait une pool. Non, bon, en tout cas, je ne la retrouve plus. À un moment donné, il y avait une pool. Ils ont même créé une pool sur MarketXYZ où vous pouviez utiliser le Tribe, donc le token de gouvernance en collatéral, et distribuer directement les incentives de staking là-bas. Donc, c'est un autre exemple d'utiliser la composabilité permise par différents protocoles, quoi. Donc voilà, je vous en parle parce que je pense que c'est pertinent. C'est tout à fait dans cette démarche de DeFi 2.0, puisque là, je vous rappelle qu'on est littéralement sur un protocole qui émet un stablecoin et contrôle dans cette réseau 4 fois la quantité de stablecoin émise. Alors après, c'est pas non plus parfait, fait, hein. Par exemple, moi, je comprends pas comment les gars, ils sont toujours pas sur Uniswap V3 avec leur liquidité contrôlée par le protocole. Euh, Ah, ils ont commencé, Fedai là, oui, si, d'accord. Ils ont commencé avec Gelato. Ok, elle a été migrée d'Uniswap. Parce que ça, c'était mon plus gros problème, si vous voulez, que j'avais avec eux. C'est qu'au début, ils ont lancé avec une pool V2, Uniswap, pour faire de l'échange stable. Et ça, mine de rien, en rétrospective, il n'y a aucun argument qui pouvait tenir ça, même à l'époque, en fait. Donc, à part peut-être le côté Uniswap, c'est incensurable et tout ça, quoi. Mais donc c'était assez léger à ce niveau-là, mais bon, ils ont été capables de rebondir. On a la pool Curve maintenant apparemment, on a une pool Uniswap V3. Donc la liquidité du protocole en lui-même est mieux gérée, on va le dire comme ça. Et ça permet aux gens d'acquérir du stable plus facilement. Donc à voir ce qu'ils vont faire après par la suite, et notamment qu'est-ce qui se passe côté gouvernance tribe. Est-ce qu'ils vont répliquer un mécanisme un peu VE Tribe, j'ai envie de dire, ou typiquement là ils pourraient faire comme Frax, hein. C'est-à-dire tu loques ton tribe pendant 1 à 4 ans, blablabla, ok, tu as tes rendements, et maintenant tu peux voter sur ok, comment on annule notre liquidité au niveau du protocole. Tribe in fair pool. Ah oui, d'accord. Donc non, c'est bien ce que je vous disais, mais je retrouve plus la pool, c'est marrant. C'est que donc, pour mettre vos tribes dans le système, ils sont dans la pool Fuse, mais j'arrive plus à retrouver laquelle. Bah, tant pis. Mais donc voilà, moi c'est un truc que je peux garder à l'œil, que j'avais un peu sorti de mon radar après le lancement un peu brouillon, disons, mais qui je pense maintenant, en termes de narrative, est en plein dedans. Et en termes de cartes qu'ils ont en main, c'est très intéressant. Et surtout, quand tu as des cartes pareilles, c'est dur de te planter, quoi, on va le dire comme ça. Donc peut-être que ça peut donner quelque chose de pertinent, mais il va falloir suivre côté gouvernance. Est-ce qu'ils font des choses intéressantes? Est-ce qu'ils vont dans le bon chemin? J'avoue que moi, je suis comme Frax, je suis ça de haut parce que je m'intéresse au stable et toutes les démarches de stable qui changent un truc, qui innovent d'un côté, je suis allé regarder. Mais maintenant, c'est pas un protocole où je suis directement impliqué maintenant et donc je n'ai pas le temps de le suivre au jour le jour. Et donc Frax fait mime, c'est bon. Alors, il y a un autre truc qui a fait sa petite apparition récemment, où j'étais un peu curieux, mais en fait, je me suis dit que je l'ai à peine regardé parce que je voulais un peu le regarder avec vous en live, pour vous montrer, je ne sais pas si c'est pertinent, hein, vous me le dites dans le chat, mais pour vous montrer concrètement, ok, tu as un nouveau stable, un nouveau service de lending, comment tu te fais une idée un peu vite dessus. Donc c'est un truc, c'est USDM. Comment il est arrivé sur mon radar? Ils ont bribe assez généreusement cette semaine via Convex, si je vous dis pas de bêtises. Et donc ça donne une pool curve qui est pas dégueulasse, je crois. En tout cas en termes de rendement, je sais pas si elle a grandi en termes de dépôt. Mais voilà, vous voyez qu'on est sur une pool. Elle fait quand même 75 M maintenant. Mais c'est surtout, pardon, je vous remets cette page-là, USDM. Elle est à 30% de rewards en CRV grâce au vote, au bribe qu'ils ont eu, et une base API qui est assez bonne, apparemment aussi.
Ah oui, et c'est ça le fameux. Je me souviens que ça me disait quelque chose, Mochi, d'accord. Donc, Amstata, pardon, je sais pas si je prononce pas bien ton pseudo, qui nous dit dans le chat qu'il y avait eu cette discussion à l'époque que donc Mochi, le protocole qui émet le USDM, a promis un airdrop d'1% de sa supply pour Votium. Donc ça a sans doute aidé aussi. Alors, par contre, moi je vous avoue que je suis allé voir le site tout à l'heure et j'ai pas été très convaincu et j'ai réussi à trouver une dizaine de bugs en quelques minutes. Euh, donc c'était pas ouf. Alors, donc concrètement, c'est un protocole d'emprunt comme les autres, hein. Ils acceptent, comme vous le voyez, à peu près n'importe quoi qui existe en collatéral, même le token de gouvernance d'un protocole qui s'est fait défoncer 4 fois en 4 mois. Mais peut-être que ça tient la route, hein. Après, tout est une question de gestion de risque. Euh, donc à voir. Mais en tout cas, si vous voulez emprunter sur des tokens un peu exotiques, disons-le comme ça, pardon, je vais vous mettre le site, ça peut être pertinent. Hop, Mochi, ça c'est le site, donc, le site du protocole qui émet l'USDM. Donc il y a pas mal de collatéraux qui sont acceptés. Les stables sont à 90% en max LTV. Après, je vous avoue que moi, rien que de voir les LTV, là, je ne suis pas à l'aise. Parce qu'il y a des trucs qui font aucun sens, mais alors absolument aucun sens. Par exemple, le token ALCX est à 75% LTV, alors que le token CAMP est à 45% LTV. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que le risque de prix il est largement plus élevé sur ALCX que sur CAMP. Mais c'est juste un exemple parmi d'autres. Donc il y a des trucs un peu chelous au niveau de la LTV, mais peut-être que c'est un peu voilà, des trucs qu'ils ont créés il y a longtemps et qu'il faut qu'ils réharmonisent un peu. Euh, mais a priori, on est un peu dans une approche j'ai envie de dire abracadabra. C'est-à-dire qu'ils acceptent tout un tas de collatéraux qui ne sont pas forcément disponibles ailleurs, et ça va être une partie de leur valeur ajoutée, en tout cas au début, qui va peut-être les aider à être repérés et utilisés, et après peut-être qu'ils vont pouvoir un peu monter en compétences. Bon, par contre, là, voilà, quand je vois ça, là, je me dis que les gars, ils n'ont pas une compréhension DeFi très approfondie pour prendre RAI. Littéralement, ils prennent Comp, un token volatile de gouvernance, à 75% LTV, alors qu'ils prennent RAI, un stablecoin, à 65% LTV. Donc là, voilà, les max LTV posent quelques questions, on va le dire comme ça. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que le protocole est pourri, encore une fois, hein. Euh, mais mais c'est pas très rassurant. Et alors apparemment on a des NFT en collatéral, tu me dis Amstata. Je sais pas, j'ai pas vu ça. C'est vrai que oui, je voulais vous faire un truc sur les NFT en collab parce qu'il y a quelques trucs qui arrivent, mais ça sera probablement pour un live du jeudi ça. Euh, mais donc voilà pour ce petit USDM qui nous fait une entrée fracassante sur Curve, à voir où ça va nous mener. Il y a d'autres trucs que j'avoue, j'aimerais bien avoir un peu plus de stats sur le protocole en fait pour voir l'utilisation réelle. Parce que par exemple, il y a un truc que j'ai pas compris. Ah oui, ils ont le punk. Ok, c'est ça. Ah, mais c'est pas NFT, c'est le punk wrappé quoi. Ou c'est vraiment. Attends, on va voir. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est. Attends. Oui, c'est ça, c'est le. C'est quoi, c'est NFT20 ou je sais plus ce qu'ils utilisent pour faire ça. Mais en gros, c'est un token ERC20 qui correspond à un floor punk, si je vous dis pas de bêtises. Si c'est bien le projet que je crois. Donc c'est techniquement pas un emprunt depuis les NFT, c'est un emprunt depuis un token ERC20 qui représente un claim sur un floor NFT d'une collection donnée. Ce qui est déjà une étape, hein. C'est une étape. Mais c'est pas non plus emprunt via NFT. Il y a des trucs qui commencent avec les emprunts via NFT, mais c'est encore un peu primitif, on va le dire comme ça. Donc voilà, à creuser ce Mochi si ça vous intéresse. Il y a quelques trucs, allez les voir et posez leur quelques questions sur leur LTV. Et aussi un autre truc, moi, qui m'a un peu surpris, c'est qu'ils ont apparemment le home, mais le home tel quel, pas le wrap stake home, à moins que ça soit une erreur d'affichage. Donc là, peut-être faites-leur un coucou et dites-leur que le wrap stake home, ça existe et que c'est sympa pour emprunter dessus plutôt que de le home de base et donc de renoncer à ses rebases. Mais à suivre donc comment ils vont évoluer un peu dans la guerre des stables, disons. Plus il y a de concurrence, plus il y a de compétition, a priori, mieux c'est. Mais
voilà, moi je vous le signale parce qu'il a fait son entrée fracassante, mais là de ce que je vois et tout ça, je veux pas non plus passer des heures à creuser ce truc-là pour l'instant, quoi. Libre à vous de le faire, il y a peut-être de l'alpha là-dedans. Euh, du coup, est-ce qu'on parlerait pas maintenant de Rebase et un peu de Home? Alors, transition parfaite vu qu'on parlait du Wrap Stay Home justement. Pardon. Donc, autre approche, pas du tout utilisée pour produire un stablecoin, à part si on parle d'Umple qui n'est pas vraiment stable, qui est ce concept de rebase. Et on l'avait déjà abordé, mais alors là, je crois qu'il faut remonter au live DeFi France, quoi. Donc presque il y a un an, où je vous avais parlé d'Umple à l'époque, puisque j'avais suivi Umple assez tôt, et j'avais, comment dire, j'avais de l'intérêt pour ce mécanisme de rebase, même si après, c'est peut-être pas le modèle homme qui l'a sublimé, quoique aujourd'hui, ça a l'air de bien marcher pour eux aussi. Mais ça me semblait pertinent, et en fait, je reste convaincu que c'est pertinent, parce qu'en fait, il faut comprendre un peu l'apport primitif de la rebase, qui est, pour le mettre simplement, ça permet de distribuer... En fait, c'est une forme plus optimisée de staking, si on veut le mettre simplement. C'est-à-dire que plutôt que de faire un mécanisme, on va prendre un truc simple, mais où tu stakes ton token donné pour qu'on te donne un peu du token tous les jours et tu vas le claim quand tu veux, c'est un peu con puisque ça implique que le gars il doit claim et a priori il va faire quoi? Il va restake juste derrière, donc autant lui économiser le gaz. Eh bien, si tu veux lui économiser le gaz, tu vas tomber dans un mécanisme de rebase. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mettons que le protocole il paye 1% d'intérêt sur une période donnée, plutôt que lui donner la quantité qui correspond à 1% en token claimable, ça va rebase de 1%. Donc, c'est-à-dire, tu avais un token avant la rebase, maintenant tu vas avoir 1,01 token. Donc, en fait, on t'a payé ton pourcent, sauf que tu n'as pas eu à claim, il n'y a pas eu besoin que le protocole t'envoie des fonds, c'est juste un mécanisme qui a changé, quoi. Comment dire, la balance qui a changé, qui est passée de 1 à 1,01. Et alors, bien sûr, maintenant, avec Umple et tout ça, c'est un peu parti dans tous les sens, mais il faut comprendre qu'il y a une valeur fondamentale propre à ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour sur Twitter, allez, je flex un peu parce que ça m'a fait rire, il y avait un gars qui parlait, c'était quoi? Il décrivait un token avec rebase dont la rebase se réduit progressivement jusqu'à une date donnée où elle correspond à 0. Et il demandait à quoi ça peut correspondre, ça. Et ma réponse, qui était la bonne, j'ai eu de la chance, c'était que je lui ai dit que ça, c'est probablement un token qui correspond à... En gros, tu as pris un token qui générait un intérêt, tu as tokenisé son rendement avec une date de maturité, et donc du coup, si tu veux représenter ça de la manière la plus gas efficient possible, tu vas faire un token à rebase, dont la rebase réduit progressivement jusqu'à arriver à la date de maturité, où il n'y a plus de rebase parce qu'il n'y a plus de yield à distribuer. Mais bon, là j'espère que je ne vous ai pas perdu en route, mais en gros comprenez que le concept même de rebase permet de faire des choses plus efficacement on-chain, à certains niveaux. Quand on doit distribuer des rewards, des choses comme ça, au final, si on peut l'articuler via de la rebase, c'est mieux. Et allez, je vais être un peu provoque, mais si vous pensez au fait que par exemple AV fait de la rebase techniquement, alors attention avant qu'on me tire dessus, mais juste vous mettez du DAI sur AV, vous mettez 1000 DAI, vous revenez demain, vous avez 1001 DAI. Votre balance, j'espère, bon, peut-être pas autant, mais vous avez compris l'idée. Votre balance a évolué aussi tout seul. C'est pas de la rebase dans le sens où c'est pas DAI qui rebase directement le plan, mais en soi, c'est à peu près la même chose. Ça revient à vous permettre de payer l'intérêt sans avoir à faire des transactions on-chain et toute la lourdeur qui vient avec. Donc vraiment, essayez de l'extraire de ce mécanisme spéculatif, de Ponzi, je sais pas quoi, et juste penser la rebase comme une primitive DeFi. Elle a de l'intérêt, elle a de la valeur. Maintenant, parlons des bons gros Ponzi. Voilà. Non, avant qu'on en vienne aux Ponzi, qui ne sont pas des Ponzi, peut-être juste aussi réfléchir. On a introduit cette notion de DeFi 2.0, protocole qui contrôle sa liquidité. Ok, très bien. Mais maintenant, je veux juste creuser sur un peu plus ce concept-là et comment dire, est-ce que ça implique au niveau du protocole en lui-même. Donc là, on parle de Olympus DAO, pour ceux qui sont curieux. Je crois qu'ils ont une fac assez bien foutue ou un talk quelque part. Attendez, si c'est là, hop là, je vous la mets dans le chat.
avec des petites vidéos et tout. Les tout premiers qui ont fait de la rebase, c'est Ample pour moi. Ample Force. Donc ça date de avril 2020, un truc comme ça. Non, peut-être un peu avant, même un peu avant. Janvier. Peut-être même, je sais pas. Regarde quand c'est lancé Ample, et grosso modo, c'est la première implémentation en production que je connaisse de Rebase. Peut-être qu'il y en a une autre sur un protocole confidentiel qui n'a pas fait de bruit, je sais pas tout. Mais c'est à peu près là que la mainstream DeFi, en tout cas ceux qui suivent, ont réalisé qu'il y avait un truc intéressant. Donc ça date pas de Home, hein, ça date d'un peu avant. Je vous ai mis la doc, c'est bon? Yes. Donc, moi ce qui m'intéresse sur Home, le staking, hein, quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je sors, tout ça, ça c'est votre problème. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus de vous montrer concrètement qu'est-ce que ça peut donner un protocole qui contrôle toute sa liquidité, ce qui est donc le cas d'Home. Allez, à 0,1% frais, il y a probablement un Kekos qui est parti nous poser du Home DAI sur Sushi. Mais ouais, voilà, 99,88% sur Home DAI. Ah, mais ils n'ont pas tout le dashboard. C'est vrai que leurs stats, elles sont pourries. Il faut aller sur... J'aurais dû me l'envoyer avant le live, désolé. Olympus. Je crois qu'on le retrouve comme ça. C'est ça. Olympus, ça doit être celui-là. Voilà, beaucoup plus intéressant. Parce que là, on va avoir tout le détail. C'est ça. Donc, je vais vous le mettre dans le chat aussi, pardon. Hop. Donc, la vision de Home qui est vendue à haut niveau, c'est qu'ils veulent créer le Reserve Assets of DeFi. Donc, en gros, on est un peu dans une approche comme le faisait Ample à l'époque. Ils veulent créer quelque chose qui vit sa propre vie, si on le met le plus simplement possible. C'est-à-dire, Bitcoin, il pump, il dump, lui, il pump, il dump, il fait ce qu'il veut, mais ce truc-là, a priori, il bouge. Alors, il l'accentue pas autant qu'Ample, où Ample, c'était vraiment, on va créer un truc décorrélé qui bouge pas en synergie avec aucun autre actif. Là, c'est pas exactement comme ça qu'ils vous le vendent, mais à haut niveau, bon, en tout cas, c'est ce que j'en comprends, un truc qui a ses propres fondamentaux et qui aussi, et c'est ça qui est intéressant avec Home, qui utilise un peu toute la DeFi pour asseoir sa valeur, on va le dire comme ça. Et donc, la mécanique de base de Home, c'est donc, il y a ce fameux staking, donc ce Swiss Sui, vous allez dans le protocole, vous avez des Home, vous pouvez les staker pour être éligible aux fameuses rebases qui ont lieu toutes les 8 heures, il me semble, et qui vous distribuent donc automatiquement des nouveaux Home. Mais maintenant, avec ça, vient surtout un mécanisme qui est plus intéressant à détailler, qui est le banding, et qui est donc la réponse à comment il fait le protocole pour contrôler sa propre liquidité. Et bien donc le band, qui est donc le 1-1, pour ceux qui ont vu les 1-1 Swiss Sui passer sur Twitter, l'idée du band, c'est tout simplement de permettre à des utilisateurs donc d'acheter du token Home avec une petite réduction par rapport au prix du marché. Donc là, vous voyez par exemple 4,62% si vous passez par Home DAI. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ils utilisent les bandes en fait, pour diriger qu'est-ce que le protocole est en train de bouffer comme actif, si vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, il y a eu une phase agressive sur Frax et HomeFrax, où dans leur objectif, ils voulaient diversifier parce qu'ils avaient beaucoup de DAI, mais quasi rien en Frax à l'époque. Ils voulaient diversifier vers plus de Frax. Donc là, il y a eu différents paramètres du système qui ont été ajustés pour en gros aboutir à des premiums un peu plus intéressants, qui ont fait que les utilisateurs ont été en quelque sorte incités à déposer du HomeFrax et du Frax dans la Trésor jusqu'à ce que la Trésor arrive, en très schématique, hein, à la quantité de Frax qui était pertinente. Et là, ça se réduit un peu progressivement. Donc ce mécanisme-là, c'est intéressant parce que les bandes de liquidité, donc les 3 premiers que vous voyez là, c'est la clé qui permet au protocole de contrôler sa propre liquidité. Donc c'est des utilisateurs qui vont, avec leur Home, aller déposer dans, par exemple, Sushi Home DAI. Ok, très bien. Maintenant, ils ont du token LP Sushi Home DAI et ils peuvent donc le band dans le protocole, c'est-à-dire l'engager dans le protocole pour une période de 5 jours où ils vont... Donc ils donnent leur token LP au protocole, hein, ils les perdent, le protocole qui en gagne le contrôle, mais en échange, le protocole les paye en Home que le protocole crée avec un léger premium. Et les Home sont distribués progressivement sur 5 jours.
Et donc ça, vous voyez bien que, j'ai envie de dire, ça me fait un peu penser au mime, vous savez, des trades un peu arnaques là, mais c'est pas une arnaque, mais c'est-à-dire littéralement, si on prend le trade à haut niveau, tu me donnes du token épée de mon token, je te donne, bah j'imprime de mon token et je te le donne. Donc vous comprenez bien que du point de vue du protocole, ça c'est extrêmement intéressant quand même comme situation. Maintenant, le tout, c'est de faire en sorte que ce token il soit assez intéressant pour que les gars aient envie de faire ça. Et c'est là qu'on arrive dans toute la mécanique Sui et les rebases, et potentiellement la composabilité en DeFi, le 9-9 et ainsi de suite. Et donc ça, c'est une idée vraiment intéressante à comprendre, parce que, pour en fait le mettre simplement, si vous pensez à un programme de liquidity mining d'il y a 6 mois, en fait c'était, tu poses tes tokens LP chez moi pendant X temps, moi pendant ce temps-là, tous les jours j'imprime de mon token pour t'en donner. Parce que je suis généreux comme ça. Allez, tiens, prends mon token, prends mon token, prends mon token. Donc vous voyez, en fait, si vous voulez, pour le mettre simplement, le liquidity mining, c'est louer la liquidité, le bounding, c'est acheter sa liquidité. Et bah, tout le monde a une compréhension à peu près fondamentale du fait que louer sur le long terme, ça coûte plus cher que d'acheter. Bon, après, bien sûr, voilà, il y a plein de choses, mais c'est l'idée de base, quoi. Et donc, l'idée, c'est de ne pas surdépenser pour sa propre liquidité et surtout de la contrôler. Et alors, contrôler sa liquidité, on parlait tout à l'heure que ça a un intérêt aussi côté frais collectés par le protocole. Et là, je voudrais vous montrer quelque chose à ce niveau-là, qui sont donc les frais de LP collectés par homme. Et en fait, ce qui est génial, et là, c'est un peu une mécanique un peu flywheel, si on veut être honnête, c'est que dû au fait que le protocole contrôle toute sa liquidité, les jours où, comme c'était quel jour ça? C'était le 15 novembre? Ouais, c'était le 15 novembre. Je vais essayer de vous montrer la courbe sur Homme le 15 novembre. Donc les jours où il y a un super gros dump, tout le monde panique et ça bazarde du Homme à tout va, bah donc il y a un gros volume sur les marchés et donc il y a énormément de frais qui sont collectés au niveau du protocole. On est dans le prix là? Ouais. Donc c'était quand ça? 13, 14? Ouais, c'était à peu près. Toute cette phase-là, vous voyez là, on a. Ouais, c'était là le pic vers le bas et après ça remonte. Donc vous voyez toute cette séquence-là sur la charte là, qui en gros correspond à un dump, pic puis rachat de Homme. Ça correspond concrètement de l'autre côté à ce jour-là, le protocole il a banqué 1,4 million de dollars en un jour. Sachant qu'en plus, cette estimation-là, elle prend la valeur du LP au moment où il a été collecté. Faut pas oublier qu'en gros, ils ont collecté des Homme a priori, puisque les gens ont massivement dumpé Homme, à un prix qui était bas relatif au prix qu'il a aujourd'hui. Donc en fait, les frais effectifs collectés sont probablement plus élevés. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que vous comprenez bien que du coup, ça aide aussi à, comme je vous le disais tout à l'heure, pas forcément soutenir le prix, mais on va dire le cadrer d'une certaine manière. Dans le sens où on va le mettre avec des chiffres un peu sématiques, mais pour que vous compreniez. T'as Homme à 1000, l'API elle est à 8000%, les macaques ils dumpent comme des tarés, Homme descend à 700, l'API a donc maintenant techniquement augmenté, et en plus de ça, le protocole vient de se gaver plusieurs millions de dollars de frais, donc il a augmenté la valeur des risk-free assets qu'il possède, et potentiellement ça coordonne aussi avec des discounts intéressants sur les bandes, donc plein de gens qui commencent à band, et donc progressivement le prochain mouvement aussi qui se reconstitue, quoi. Et donc c'est vraiment ça la mécanique, c'est-à-dire c'est pas de oh, tu donnes pas sinon je te bute ou, ou des trucs un peu cons comme on voit sur des protocoles BSC parfois. C'est plus vraiment bah, dump si tu veux, dump comme un macaque, pousse-nous le truc jusqu'à 300 si tu veux, mais nous on va structurer le protocole de telle sorte que plus tu dumps, plus tu rends intéressant le fait de rentrer. Et donc, mécaniquement, à un moment donné, on arrive à un point d'équilibre. En tout cas, pour l'instant. Alors, c'est pour ça aussi que pas mal de gens amènent à qualifier ça de Ponzi. Moi, je ne mettrai pas de terme et de jugement comme ça là-dessus, parce que tout est ponziesque déjà, si on veut être honnête. Hein. Et que, en soi, en fait, je veux dire, si on veut être un peu spicy, ouais, tu pourrais appeler ça un Ponzi le jour où ça pète. Mais tant que ça tient, non. Et est-ce que ça va péter un jour vraiment? On ne sait pas. Malin est celui qui saura le savoir. Donc
Voilà. Après, encore une fois, c'est un truc de dégène total, c'est de la DeFi 2.0 expérimentale, c'est un truc qui a pump de 1000x déjà. Donc, quand vous rentrez, si vous rentrez, ça, je ne veux pas le savoir, je ne veux même pas prendre les questions dessus, c'est à vous de vous démerder. Moi, je vous en parle parce que c'est des mécaniques pertinentes en DeFi, c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Mais juste pour être sûr, parce qu'on est sur des trucs un peu expérimentaux, disons. Euh, Et donc ce modèle de homme, alors oui, pardon, déjà il faut finir, avant de passer aux autres, c'est que euh, au-delà de cette base sur homme en lui-même, donc avec tout ce qu'on a décrit, homme, le protocole qui accumule différents tokens, et oui d'ailleurs, petite mention intéressante, remarquez que... c'est où? Revenu LP, revenu... non, ça va être un peu plus haut. Remarquez que... Ah, c'est là, pardon. Remarquez que le protocole a accumulé récemment du LUSD aussi pour diversifier son exposition en stablecoin. Et il commence à en avoir pas mal, puisqu'on est à 150 M LUSD possédés par Olympus, la DAO. Et que là où c'est frais, c'est qu'ils sont en train de... J'ai vu ça ce matin, ils sont en train de se faire whitelist pour en gros aller en tant que protocole poser leur LUSD dans la stability pool. Comme ça, ils vont ramasser des liquidity qu'ils vont récolter fréquemment pour aller les poser dans le staking de liquidity. Et comme ça, les gars, ils ont sécurisé leur token HOME avec un stablecoin dollar inarrêtable qui en plus leur sort 13% de rendement, sur lequel en plus ils font du rendement sur les liquidity qu'ils viennent d'avoir. Donc voilà, composabilité de DeFi au max. Et pour celui qui demandait dans le chat, mais il est où le risque du coup, bah, tu comprends bien que quand tu as un protocole qui interagit avec 25 autres, tu as le risque multiplié des 25 protocoles. En très schématique. Hein. C'est pas, voilà, et tu peux sécuriser, tu peux gérer un peu ton risque, mais grosso modo, le truc il passe par une quantité de contrats impressionnante. Il peut y avoir un problème sur un contrat donné et à voir après comment ça va se répercuter dans tout le système. C'est plus une logique de est-ce que tu arrives à bien ségréger ton risque et mettre des sortes de coupe-feu, j'ai envie de dire, pour que un truc qui pète, bah, il pète tout seul dans son coin, mais il ne te fasse pas péter tout le reste par contamination. Quoi. Donc, voilà, petite mention intéressante par LUSD, les homies ont découvert l'equity récemment et ça a fait plaisir. Et en Trésor, maintenant, ils ont donc... historiquement, c'était du DAI, ils ont encore beaucoup de DAI. Ils ont pris du Frax, mais maintenant, je crois qu'ils en ont trop, ils ont un peu... Voilà, ils ont assez, donc ils ne veulent pas en prendre tellement plus que ça. Et il y a aussi de l'Ether, et je crois qu'ils discutent de mettre du wrap Bitcoin, mais il y avait pas mal de gens qui étaient un peu... je suis pas sûr, parce que bon, wrap Bitcoin, c'est... bah, tu fais confiance à... c'est quoi? C'est BitGo, ou je sais plus comment il s'appelle, celui qui gère ça. Mais voilà, il y a un intermédiaire de confiance dans l'histoire. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que, bah, au final, gérer des bandes, c'est pas si évident que ça. Il y a quand même des maths derrière pour calculer quel premium que tu offres, dans quelle situation, et ainsi de suite. Et donc, ils ont lancé, face au succès de leur modèle et l'intérêt d'autres projets pour le modèle de bande, ils ont lancé un service qui, en fait, ils aident les projets à gérer leur politique de banding, disons-le comme ça. Et donc, il y a différents protocoles qui se sont lancés avec eux. Et ça s'appelle Olympus Pro. Et ça permet à Olympus de... Waouh, Frax Frappis, 75% de ROI. Ah oui, c'est soldat, d'accord. Mais tu m'étonnes avec, avec un ROI pareil. C'est rare de voir des bandes aussi rémunérateurs. Peut-être juste un truc sur les bandes avant que vous fassiez les macaques. Gardez en tête que quand c'est en moins, ça veut dire que vous surpayez par rapport au marché. Hein. C'est pas la discount. La discount, c'est dans l'autre sens. Et donc ça permet à différents projets de se construire un peu de la liquidité. Et ça permet à Olympus de se constituer une autre trésor à part, qui est une trésor de différents tokens DeFi. Ce que vous voyez là, où là, en gros, ils ont du Spell, du Fox, du Pan, KLCX et quelques autres trucs. Et donc, une autre forme de diversification pour Olympus, qui va avoir, disons, sa liquidité contre des stables qui produit des frais LP, ça c'est un. Son socle, disons, d'actifs solides, je veux dire par là, de l'IS, d'autres stables qui vont potentiellement être stakés ou faire des trucs aussi pour produire un rendement, ça c'est deux. Et après, trois, sont
Putain, merci. Désolé pour le son. Oh là là. Ça fait longtemps. 30 secondes, ok. Donc, je vais juste reprendre sur ce mécanisme de Olympus Pro, qui est donc, ça apporte le service de banding pour les autres protocoles et cette expertise-là pour les aider à le gérer. Mais surtout, ça a un grand intérêt du point de vue d'Olympus, puisque ça leur permet de constituer une trésorerie de tokens DeFi. Tokens DeFi qu'ils peuvent eux-mêmes rendre productifs. Et donc, je vous disais là dans la charte, on voit par exemple que les SDT qu'ils collectent, ils sont déployés en XSDT et potentiellement, bon, il faudra aller voir sur le contrat pour les autres actifs, mais par exemple, le SPEL, probablement qu'ils vont aller le staker en SPEL et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est une double démarche en fait. Diversification de la collatéralisation et en même temps, diversification des sources de rendement. Et ça, c'est assez chouette parce que c'est stratégique pour eux, disons-le comme ça. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le protocole produit énormément, ça c'est vrai, mais le problème c'est qu'il produit énormément, principalement sur ses propres paires LP. Donc c'est un peu réflexif. S'ils arrivent à diversifier et à avoir 30-40% de leurs revenus à un instant donné, qui viennent juste de différents tokens DeFi qui sont en train de staker à droite à gauche, bah c'est pas mal, parce que ça veut dire que ça c'est assez résilient, ça veut dire que tu peux massacrer le prix de Home de 66% par exemple, ce rendement-là, a priori, il va pas bouger, à part si c'est un dump généralisé dans tout le marché. Donc voilà, c'est toute une approche de diversification, gestion du risque, et ainsi de suite. Ça, c'est Home pour vous, c'est à peu près la base. Alors ça peut être plus compliqué, je vous invite à lire la doc pour aller voir les mécanismes de banding et tout ça, et surtout, faites pas les macaques avec un truc pareil, parce que voilà, bah, regardez la gueule du prix, ça bouge quand même assez vite, ça bouge fort, donc c'est à vous de faire vos propres choix, mais voilà, il faut quand même être assez prudent avec des trucs pareils, quoi. Maintenant, ça c'est Home, et c'est un modèle intéressant. Moi, il y a un truc qui m'a fasciné dernièrement, que, désolé, je ne vous le mentionne que maintenant, parce que, pareil, je l'estimais un peu risqué et dégène pour vous le présenter avant. Bon, c'est peut-être une erreur de ma part. Qui est donc ce fameux Clima, qui est un fork ami de Home, on va le dire comme ça. Et donc Clima qui est sur Polygon, puisqu'on me demandait des forks Home sur les autres blockchains. Et donc, Mule, il y a la doc en FR de... Oh, c'est trop bien ça, j'avais oublié, pardon. Attends, je vais la mettre dans le chat. J'avais pas vu. Donc, Mule dans le chat, qui est un peu l'ambassadeur France de la DeFi mondiale, elle nous a fait une traduction de la doc Olympus DAO en français. Donc, n'hésitez pas à aller voir, c'est encore plus cool. Et donc, revenons-en à Clima, pardon. Donc, Clima, l'idée de base, elle est assez simple. Vous prenez le modèle Home, sauf que Home, son but, c'est d'accumuler vous l'aurez compris, ETH, DAI, sa propre liquidité et des choses comme ça. Donc c'est sympa, ça fait un actif qui peut être potentiellement intéressant, mais il n'y a pas de vision au-delà de l'actif lui-même, quoi. C'est-à-dire que si Home est un succès absolu qui pète absolument toute la baraque, bah on aura un actif super collatéralisé par plein de trucs, qui génère plein de rendements de tous les côtés, et dont les holders, ils sont très contents, mais en soi, vous voyez bien, on est dans un petit cercle fermé, quoi. C'est cool, c'est chouette, mais qu'est-ce que ça fait dans le vrai monde de ton truc? Pas grand-chose. Donc, la vision de Clima, c'est de reprendre cette infrastructure financière de Home, on va le dire comme ça, mais de la diriger vers un but plus concret, si on peut se le permettre. Et leur but le plus concret, c'est quoi? C'est le crédit carbone. Alors, crédit carbone, c'est un peu un sacré bordel, mais grosso modo, c'est du droit de polluer, quoi. C'est-à-dire que les compagnies qui surpolluent, entre guillemets, doivent régler leur crédit carbone auprès des États. Et donc, ça correspond concrètement à un coût de pollution, au coût de 1 tonne de CO2 relâché. Et l'idée de Clima, c'est donc de se collatéraliser là-dessus pour en accumuler le plus possible. Et donc, ça reprend les mécanismes de Home, sauf que vous voyez là, en base, c'est du BCT. Le BCT, c'est une représentation du crédit carbone sur la chaîne Ethereum. Et donc, ils acceptent le BCT tout court. Bon, là, en ce moment, c'est pas très intéressant de le faire. Ils acceptent le BCT Climat en LP et le BCT USDC en LP également. Alors,
Greta Thunberg has entered the chat. Ouais, c'est un peu ça. Donc, il y a plein de choses à dépiler là un peu. Mais qu'est-ce qui est intéressant pour moi dans ce projet? C'est qu'on reprend la réflexion qu'on a fait il y a 2 secondes sur Olympus. Situation de scénario absolu. Dans 3 ans, le climat il vaut 500 000 $ et ils ont accumulé du crédit carbone de tous les côtés et blablabla et blablabla. Et ben ça a un impact réel. Ça veut dire que le coût du crédit carbone dans le monde réel, a priori, il a augmenté. Et donc, ça veut dire que les bons Total et compagnie qui polluent comme des fous, eh ben, ils vont payer plus cher pour polluer au moins, voire ils vont peut-être arrêter de polluer parce que ça leur coûte trop cher. Alors ça, c'est peut-être un peu optimiste, mais vous voyez que c'est ce que j'entends par des conséquences dans le monde réel. Ça, c'est le premier niveau. Mais en fait, quand on creuse le sujet, on se rend compte qu'il y a potentiellement une utilité en termes de créer un méta-crédit carbone. C'est-à-dire que le crédit carbone, pour l'instant, bon, alors après, moi, je ne suis pas un expert, hein, mais j'ai creusé un peu à l'occasion de climat, c'est assez, ça marche un peu par région. Donc là, ils ont du BCT, je crois que ça correspond plutôt à du crédit américain, si je ne vous dis pas de bêtises. De l'autre côté, il y a tout un tas d'autres endroits où il y a des crédits carbone aussi. Et donc, il y a d'autres standards de crédit carbone. Et la vision un peu plus long terme, c'est de bouffer tous ces types de crédits carbone différents et en gros de devenir une sorte de méta-crédit carbone, une sorte d'index des crédits carbone, si vous voulez. Ouais, c'est ça, Mule me confirme que c'est ricain. Donc voilà, imaginez que BCT c'est ricain. Bah, peut-être qu'à un moment donné, ils vont accepter une tokenisation qui représente un crédit carbone européen, asiatique, je ne sais pas exactement comment ils sont découpés, mais vous voyez, en gros, plusieurs types de crédits carbone différents, de telle sorte qu'à terme, le climat devient un peu un index du crédit carbone. Alors, question intéressante. Putain, vous êtes fort avec les pseudos imprononçables. Désolé, je tente même pas, mais des voyelles la prochaine fois. Mais non, je comprends pas pourquoi climat pourrait avoir des conséquences sur le monde réel. Le BCT est une représentation on-chain de la valeur du crédit carbone, mais il n'a aucun impact sur le réel crédit carbone. Alors, techniquement vrai, mais pousse un peu plus loin. Il n'a aucun impact sur le crédit carbone réel a priori. Mais maintenant, moi, si je te dis que, hey, tu vois, là, tu as ton petit crédit carbone qui ne te sert à rien, maintenant, tu peux le foutre on-chain, le tokeniser et aller faire du rendement avec. Peut-être que déjà, tu vas vouloir aller le faire. Mais en dehors de ça, c'est qu'en gros, vois-le comme un puits de demande. C'est-à-dire que ils bouffent du crédit carbone, de telle sorte qu'à un moment donné, s'ils en bouffent des quantités astronomiques, ça va finir par avoir un impact dans le monde réel. Parce que ce crédit carbone tokenisé, bah, c'est comme ton USDC, si tu veux. C'est-à-dire que ça passe par les BCT, là concrètement, c'est quoi? C'est vraiment le modèle USDC, mais sur du crédit carbone. C'est-à-dire que tu as une entité centralisée qui s'appelle Toucan, je crois, dans ce scénario-là, qui, elle, elle prend des crédits carbone du monde réel, elle les verrouille d'une certaine manière, tu lui donnes un crédit carbone du monde réel, elle le verrouille, elle émet un BCT. Fin de l'histoire. Donc, tu vois que quand même, il y a une correspondance entre les deux. Parce que c'est-à-dire que si climat bouffe du BCT comme pas possible, ça veut dire que Toucan, de l'autre côté, bouffe du crédit carbone du monde réel comme pas possible pour tokeniser, pour émettre du BCT, qui va se faire bouffer par climat. Et ça tourne comme ça, tu vois. Le BCT, c'est donc un token qui représente un crédit carbone on-chain. Donc, je te dis, pour moi, la manière de débloquer un peu la compréhension de ça, c'est pense USDC. C'est quoi l'USDC? C'est Circle, une compagnie centralisée. Elle prend $1, elle le met en banque, elle le verrouille, sécurise, qu'importe exactement quel est le mécanisme. Une fois qu'elle a confirmé qu'elle a bien $1 en banque, pouf, elle émet un USDC. Bon, bien sûr, ils font pas ça avec 1, mais plutôt 100 millions, 100 millions. Mais du coup, le mécanisme avec BCT et Toucan, c'est exactement la même chose. Une société, un individu, qu'importe, a du crédit carbone. Il le rentre dans le mécanisme IRL, donc côté Toucan. Il est verrouillé d'une certaine manière, puisque tu ne veux pas que le gars il puisse se casser avec son crédit carbone alors qu'il a encore le token de l'autre côté. Et une fois qu'il est bien verrouillé, pouf, on émet le BCT on-chain. Il y avait peut-être un peu plus... Bon, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Je crois qu'il y avait quand même certains requirements et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des petites questions au niveau de la transparence côté Toucan encore. On attend les premiers reportings. Mais voilà, c'est en tout cas une approche assez pertinente. Et en gros, c'est du... moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment... comment dire? On va le prendre comme ça. Ça oriente la dégénérie vers le bien commun.
si on peut le dire comme ça. Donc, littéralement, ça accepte que les gens soient des macaques qui vont spéculer. On est tous des macaques, on spécule, ok, pas de problème. Mais si on spéculait avec au moins le scénario où, si comme des bons spéculateurs, on arrive à faire pumper notre truc, que le pump du truc ait des conséquences sur le monde réel. Et ça c'est déjà un peu plus intéressant, je trouve. Alors après, est-ce que ça va aller quelque part? À voir. Mais en tout cas, moi, une chose qui ne trompe jamais, c'est quand tu vois un petit projet qui lance un truc, et après tu vois un grand projet historique réagir assez vite à ça. Ça, pour moi, c'est le signal, mais à 1000%, qu'il y a une brèche intéressante qui vient d'être ouverte. Et il s'est passé exactement ça avec Clima, dans le sens où Clima, ça existe, c'est un projet depuis quelques temps, ça s'est lancé le 18 octobre officiellement, et ainsi de suite. Mais vous vous souvenez du petit Rune Christensen qui a eu une réalisation un bon matin, donc le CEO de Maker, et qui est parti nous poser une diatribe pour nous expliquer que le DAI, ça devait devenir une monnaie verte. Bon, c'est quand même marrant que le gars, il ait la réalisation que le DAI, ça doit devenir une monnaie verte au moment où il y a un truc qui est, en gros, un puits à carbone qui se lance on-chain. C'est une synchronicité intéressante, disons-le comme ça. Donc je pense que, côté maker, ils ont vu qu'il y a de l'appétit pour ce genre de solution et que, du coup, ils essaient d'y être. Sauf que, faire ça avec une infra comme celle de maker, ça va être un autre délire, on va le dire comme ça. Mais donc, assez intéressant côté climat. Pareil, le truc, pour vous donner une idée, le truc, il était en vente il y a 1 mois et 15 jours dans la LBP. Alors, on peut aller voir, hein, juste pour refroidir un peu tout le monde, j'ai envie de dire. Eh merde, c'était quoi? C'est Alchimiste ouais. À partir de je devrais pouvoir les retrouver. Non, merde, c'était pas le bon. Juste vous montrer la LBP. Non, si. Si, bon, on va passer par là. Il faudrait que je prépare mes liens mieux la prochaine fois. C'est juste Alchimiste, what the fuck, je suis bête. Hop. Donc ouais, je voulais juste vous montrer le prix au lancement pour vous calmer un peu, au cas où, si c'est nécessaire. C'était une LBP, donc un mécanisme de distribution unifié des tokens. On l'a peut-être déjà creusé, sinon on le creusera un jour. Mais vous voyez que la LBP, elle a commencé à, en gros, à peu près $100 par token. Elle a fini dans les $323 par token. On est maintenant sur un token à $3 300 environ 1 mois après la LBP. 1 mois, 10 jours après la LBP. Donc voilà, ayez ça en tête, c'est important de savoir si votre entrée, elle est à 2005 ou truc comme ça. Ah oui, et c'est vrai, merci Don Borgesis, qui nous stipule dans le chat qu'il y a eu aussi une Discord pre-sale avec une quantité limitée, je crois que c'était 1 ou 2 cas par personne max, mais à $10 l'unité pour le token. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'appréciation. Après, c'est un projet pertinent, mais donc voilà, ayez en tête que si vous rentrez sur un truc comme ça, voilà, vous rentrez sur des gars qui sont potentiellement en x40, x50, x100, voire plus, et qui en gros peuvent dumper, quoi. Donc c'est à avoir en tête. Ah, merci. Donc, dans le chat, on me dit 500 ou 1000 dollars sur l'IDO. Donc, c'était pas énorme en termes de ce que ça a pu représenter sur le supply. L'essentiel du supply initial a été émis via ce mécanisme-là. Comment dire, où il y a eu environ 115 000 climats qui ont été vendus. Vous voyez ici. Et hop. Pardon, et je suis le chat. Et donc, pour Joshemla, le BCT dans la vraie vie, alors c'est là où c'est marrant, c'est que le jour du lancement de Climat, le BCT, comme il venait de se lancer lui aussi, il y a eu un moment où, on va le voir sur la charte peut-être, où le truc valait presque $1000. Ah non, ils n'ont pas les premières heures, hélas. En gros, les gens se sont excités comme pas possible sur le BCT parce qu'ils voulaient du BCT pour après le bond, pour avoir du climat, et ils ont surpayé ça à un facteur impressionnant. Mais maintenant, ça se stabilise à peu près par rapport
Alors, je sais pas si on peut voir le prix réel de ce truc-là, mais je crois qu'il était entre 4 et 5 dollars. Est-ce qu'on peut le voir, par exemple, par ici? Non. Si, c'est peut-être ça. Attends, Toucan. Ah, mais non, ça va être ah, peut-être chez Toucan directement. On va voir. Ah, non, il n'y a pas. Je m'attendais à avoir un peu une comparaison. Donc, ouais, il faudrait voir concrètement à combien il chiffre. Mais, a priori, voilà, l'écart se résout. Peut-être que maintenant, il repart un peu vers la hausse, mais. Ah, intéressant ça. Ah ouais, quand même. Mais attends, on est sur quel standard de crédit carbone là? Voilà, après, bon, voilà, le problème c'est qu'on se plug sur un mécanisme du monde réel avec toutes ses subtilités, sa prise de tête qui revient au mécanisme d'interface, le côté légal et tout ça. Et aussi un truc à pas oublier, hein, que je rappelle au cas où, que donc le crédit carbone, c'est une création des États. Ok, on arrive à le faire pumper à 10 000 dollars la tonne, par exemple. Et maintenant, ça coûte réellement cher à Total de polluer. Il peut plus faire comme avant, il pollue comme un porc. Ah tiens, voilà 1 million pour avoir défoncé ton pays. Et on recommence l'année prochaine. Là, il va faire la même, sauf que ça va être voilà 1 milliard pour avoir défoncé ton pays. Et on refait la même l'année prochaine. Peut-être qu'il le refera pas du coup. Sauf que, ça c'est une situation de succès absolu déjà. Hein, mais sauf que, faut pas oublier que donc, c'est une pure création de régulation étatique. Et qu'en soi, malgré tout ce qu'on vous raconte, hein, c'est pas impossible que si tout ça marche très bien, climat explose, le prix du crédit carbone explose et ainsi de suite, les États ils rug-pull sur le crédit carbone. Hein. C'est pas impossible du tout. C'est-à-dire, le truc marche, ça coûte réellement quelque chose de polluer. Ah non, non, mais attendez les gars, c'est du délire ça. Non, non, non. Oui, allez, on annule les crédits carbone, ou on fait un truc pour faire en sorte qu'ils se fassent massacrer en prix ou autre. Moi, je suis à un niveau de scepticisme où ça ne me surprendrait même pas, et je suis sûr qu'ils trouveraient une gymnastique mentale à base de climat, c'est des éco-terroristes ou je sais pas quoi, pour vous justifier pourquoi ils sont en train de rug-pull sur le crédit carbone. Donc, vraiment, ayez en tête que ça peut très bien marcher, ça peut être un succès absolu, et puis après, l'État peut dire « Ah, mais attends, ça marche ?» Ça veut dire que là, les compagnies qui polluent, elles ont des réelles conséquences. Non, mais ça c'est pas acceptable, quoi. Et je veux dire, quand on regarde la politique écologique de la plupart des États à l'heure d'aujourd'hui, ils sont clairement pas dans une logique de maximiser le coût de la pollution. Donc, si vous voulez un peu, on va le mettre comme ça. Le crédit carbone, c'est un mécanisme comptable. Et c'est en vrai une blague de la part des États. C'est-à-dire que c'est un mécanisme comptable pour mesurer potentiellement la pollution et ainsi de suite, mais c'est une blague dans le sens où le prix de la pollution, il est extrêmement sous-évalué. Et nous, on prend leur blague au sérieux et on leur dit « Pump it !» On va te l'envoyer sur la Lune, ton crédit carbone, et on va voir ce que ça donne. Eh bien, peut-être qu'on va réussir à pump it, mais peut-être que malgré tout, ils vont nous dire « Ah, mais désolé les gars, c'était juste une blague. » Bon, vous avez compris le raisonnement. Mais en gros, voilà, à la base, le crédit carbone, il a été créé, mais il n'a pas eu de réelles conséquences sur le comportement des principaux pollueurs. Avec un mécanisme comme climat, on peut potentiellement rentrer, on peut potentiellement rentrer dans une situation où il y a des conséquences réelles à l'existence de ce crédit carbone. Ça, c'est un. Et maintenant, le deux, c'est comment les États réagissent à ça. Soit ils acceptent que des dégènes dans la DeFi ont réussi à faire ce qu'eux n'ont pas réussi à faire, en utilisant un petit mécanisme qu'ils nous avaient donné, mais qui était un peu une blague à la base. Soit ils acceptent pas ça, et là ils pètent un câble de différentes manières, bye bye le crédit carbone, ou je sais pas, on va aller taper sur les gars qui ont fait ça, ou les gars qui ont fait ça c'est des pédophiles, terroristes, je sais pas quoi. Enfin voilà, on a tout vu, on sait très bien comment ça fonctionne. Voilà, bah c'est exactement comme nous le résume Firenze dans le chat. Avec un BCT à 5 dollars, ils se moquent de polluer et de payer le prix de cette pollution, puisque ça coûte pas cher. Peut-être qu'avec un BCT à 50, ils vont réfléchir. Peut-être qu'avec un BCT à 500, ils vont revoir leur plan. C'est à peu près l'idée. Euh, en fait, cette réflexion-là, il faut l'avoir un peu comme... pensez aux journaux People, là, les closers et les compagnies, qui publient des photos où ils savent que c'est illégal de les publier.
Typiquement, je sais pas, vous avez volé les photos d'une célébrité qu'importe à la plage, vous les envoyez à Closer. Closer sait qu'il va se prendre un procès dans la tronche. Il sait qu'il va devoir payer des dommages et intérêts. Mais il la publie quand même. Pourquoi? Parce que revenu grâce à cette édition spéciale de je sais pas quoi, 400 000, coût du procès, 75 000, bénéfice net, 325 000. Ok, je prends. Là, c'est à peu près la même chose avec le crédit carbone. C'est-à-dire, le coût est tellement marginal qu'il est juste accepté comme un coût de fonctionnement. Et l'idée, c'est de le rendre pas marginal. Et du coup, peut-être que ça amène à une situation où il est plus accepté comme un coût de fonctionnement et il aboutit à des réels changements dans les comportements des sociétés qui sont les principaux pollueurs. Et oui, après, c'est vrai que climat, c'est encore tout jeune. Il manque pas mal. On parle de l'oracle dans le chat là. Il y a encore plein de développements qu'on peut faire dessus pour créer des mécanismes intéressants et en fait recréer un peu ce qui a été fait sur Home ou toute la logique de 99 et notamment utiliser climat comme collatéral ou d'autres choses comme ça. Alors, je regarde juste si j'ai pas raté des trucs. Alors, oui, peut-être ça aussi. Il y a tout un tas de forks de Home, puisque c'est un projet intéressant, qui a innové sur des mécaniques. Et donc, il y a différents projets qui répliquent ça. L'approche la plus stupide, mais la plus courante, c'est de dire « Ah, ben nous, on est le Home de BSC, ah ben nous, on est le Home d'Avax, ah ben nous, on est le Home de Solana, ah ben nous, on est le Home de truc machin. » Honnêtement, si la seule proposition de valeur de votre fork c'est ça, peut-être que ça va marcher un peu, mais il va falloir qu'il fasse quelque chose pour que ça tienne sur le long terme. Donc je vous dirais, ne faites pas de vieux os sur un truc pareil. Et comme tout, dans la logique où, quand on a une vague de hype comme ça en DeFi, avec la vague de fork associée, gardez en tête que c'est des vagues enchâssées les unes dans les autres. C'est-à-dire la première vague de fork, c'est la plus pertinente généralement. La deuxième vague de fork, ses chances de survie sont déjà beaucoup moins grandes. Troisième vague, ainsi de suite. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un truc de la quatrième vague de fork Home qui, dans un an, sera pertinent. Mais c'est juste que, on va le mettre comme ça. Dans la première vague, il y en avait un, c'est Home, il a marché. Dans la deuxième vague, il y en avait probablement 3 ou 4, et il y en a 2 qui sont pertinents. Dans la troisième vague, il y en a une vingtaine, et il y en a 3 qui sont pertinents. Dans la quatrième vague, il y en a une cinquantaine, et il y en a 2 qui sont pertinents. Et vous comprenez? En gros, plus on va et plus il y a de bruit. Donc, c'est pas parce qu'un truc a un fork de Home que vous devez vous lancer dessus comme un macaque. Renseignez-vous un minimum. Et c'est surtout que sur des mécanismes comme Home, renseignez-vous sur le système, parce que c'est souvent beaucoup plus intéressant de rentrer par un 1-1 que par un 3-3. Donc, c'est-à-dire de rentrer en utilisant le mécanisme de band, qui va vous permettre d'avoir un discount par rapport au prix du marché sur le token, que de rentrer au marché tel quel pour aller staker. Puisque je vous rappelle que le band, ça prend 5 jours de délai, donc oui, vous n'avez pas vos rebases pendant 5 jours. Bon, déjà, c'est distribué progressivement, donc rien ne vous empêche de claim au milieu, par exemple, pour commencer à stake. Mais en plus de ça, ça veut dire qu'en gros, vous avez par exemple un discount de 3%. C'est déjà énorme l'écart de rentabilité par rapport à acheter sur le marché. Parce que de l'autre côté, ok, vous allez pouvoir le stake pendant ces 5 jours, de l'autre côté, ils ne sont pas stake. Ouais, peut-être un peu plus que 3%. Mettons 5%, ça commence à être vraiment intéressant en premium. Et je vous laisse faire les maths par vous-même. Donc ça, c'est pour Home et climat. Ça me semble pas mal. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Et ah oui, pardon. Temple DAO. Alors, j'ai regardé Temple un peu. Ouais, franchement, moi, ça m'a fasciné pour le côté, comme tu dis, une secte dans le métaverse. Je crois que c'est ça. Après, j'ai pas eu le temps d'aller à travers les étapes, de faire tout le rituel de cérémonial de je sais pas quoi pour rentrer dans leur incantation. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être. Moi, en tout cas, ça me fascine ce truc-là. Et ça fait longtemps que je pense. Ça, c'est plus personnel, hein, mais je pense qu'il faut qu'on ramène cette dimension culturelle, sociale, vraiment on-chain, et j'irais même jusqu'à dire religieux. Là, c'est plus personnel. Mais voilà, je pense que ce qu'on a là, c'est de l'ordre de potentiellement... Non, allez, je vais pas aller jusqu'à là, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, on peut faire des choses intéressantes. Il faut pousser les limites sociales là-dessus. Et un truc comme Temple, encore une fois, que j'ai regardé vraiment de loin, je suis quand même juste content que ça existe par rapport à ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'aime bien l'idée qu'on expérimente un peu sur des trucs un peu plus à la frontière des mondes comme ça, quoi. Alors oui, c'est vrai, ça parle dans le chat.
Euh, alors attendez, on va faire les deux sujets. Je continue juste sur. On va parler de Wonderland. Oh là, ça part dans tous les sens. On va juste finir sur Temple. Le côté religion, en effet, c'est tout à fait un côté religieux, mais la plupart des gens fonctionnent dans le monde réel avec des mécanismes qui sont plus de la croyance que du raisonnement rationnel. Donc être capable de saisir ces mécanismes-là, c'est essentiel pour nous. Je vous rappelle que par exemple, notre foi, et je choisis le mot avec attention, notre foi dans le système monétaire relève du religieux. C'est-à-dire que pourquoi un euro ça tient et pourquoi un dollar ça tient alors qu'on est en train d'en imprimer une quantité impressionnante chaque jour? Parce qu'on a une masse de personnes qui croient religieusement que le dollar ou l'euro c'est une monnaie fiable. C'est quand même un mécanisme qui a une partie non nulle pour expliquer le système euro. Et donc c'est un peu une faiblesse de notre part de ne pas saisir le religieux pour ça. Et maintenant je vais être un peu provoque, mais juste pour vous donner une idée. Avec Ethereum, on pourrait potentiellement créer la première religion véritable au monde, dans le sens où on pourrait créer une religion qui devient de plus en plus vraie et vérifiable avec le temps. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de fascinant à explorer là-dedans, parce qu'on peut à la fois déconstruire l'idée même de religion et montrer que toutes les religions, c'est une certaine absurdité et en tout cas un archaïsme, mais en plus de ça, disons, moderniser la foi pour ceux qui voudraient encore y croire, mais au moins ils y croiraient avec quelque chose qui est croyable, j'ai envie de dire. Bon, on fera un live si vous voulez un jour sur à quoi ça pourrait ressembler une religion sur Ethereum, mais moi c'est un sujet qui me fascine en tout cas. Et je vais très loin, oui je sais, c'est un truc que j'ai réfléchi, j'ai théorisé une religion sur l'Ether qui s'appelle l'Etherism il y a 1 an déjà, que je n'ai pas lancé hélas, j'aurais dû, mais vraiment on peut faire des choses très profondes, et on peut notamment faire une religion, pensez juste à ce concept-là, religion dont le texte de base est émis on-chain, donc auditable et vérifiable à jamais, c'est-à-dire plus vérifiable et plus vrai que n'importe quel texte religieux originel, même dans 3, 4 000, 5 000 ans, tu pourras avoir le texte exactement comme il était à sa création, ce qui n'est pas du tout le cas de la Bible ou des choses comme ça par exemple. Et en outre, maintenant, rajoutez le fait que chaque membre doit faire tourner un nœud Ethereum par exemple, et vous avez maintenant une religion qui devient de plus en plus vraie et vérifiable et inarrêtable pour chaque membre qui la rejoint. Bon voilà, on part très très loin, mais on peut faire plein de choses fascinantes, et c'est très cool que des projets explorent ça. Alors bien sûr, peut-être que ça va partir dans tous les sens, et ouais, vous me donnez vraiment envie de faire un live, allez, avec religion, je sais pas comment on va appeler ça, la dimension plus de l'ordre de la croyance. Donc on en parlera un jour parce que c'est vraiment un sujet qui m'a intéressé. Si vous voulez, je vous détaillerai l'Etherism et on pourra même lancer la première église de l'Ether ensemble. Oh là 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 là. Et je suis pas croyant personnellement, hein, mais voilà, c'est autre chose. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gars qui commentent dans le chat par rapport à Wonderland, et c'est vrai que c'est un autre projet comment dire, un autre projet oh là, je suis perdu avec la religion que vous m'avez lancé, un autre fork de Hum, et donc comment dire, autre fork de Hum qui est Time, donc qui fonctionne sur des mécanismes similaires, mais comme nous signalait Mule dans le chat, il y a plusieurs choses qui sont quand même assez questionnables sur le projet. Je vous laisse lire le chat, je ne vais pas parler à la place de Mule. Mais voilà, c'est potentiellement intéressant, peut-être. En tout cas, moi, je ne veux pas donner du temps d'audience à ce projet. Et là, je utilise, si vous voulez, ma subjectivité personnelle, parce que la démarche du fondateur et son comportement, disons, ne vont pas vers un mieux pour la DeFi. Donc, et voilà, de toute façon, en plus, les mécaniques sont à peu près les mêmes. Donc, regardez-le par vous-même si vous voulez. Mais c'est une attitude assez spéciale, quoi. Ah là 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 là. Alors, pour la religion, on va garder ça pour les prochaines fois. J'espère que j'ai offensé personne et que j'ai pas fait de confusion qui ont fait peur. C'était juste, voilà, émettre des idées pour réfléchir un peu à
qu'est-ce qu'une croyance et qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain par rapport à tout ça. Mais donc, on va se mettre un petit live pour parler de ça, si vous voulez. Il faut voir exactement comment je le formule. Et celui-là, j'aimerais bien le faire avec quelqu'un. Parce que si vous me laissez 2 heures en freestyle sur une religion basée sur Ether, à la fin du live, ça va finir. Ça va finir dans un drôle de truc, je pense. Alors, tiens. Oui, c'est vrai que en attendant, si vous avez d'autres questions par rapport à tout ce qu'on a discuté, les stables et ainsi de suite, on peut contempler, comme on disait dans le chat, CVX qui va taper, mais qui a tapé son nouveau LTH et qui est en pure price discovery. Donc prévisible parce que accumulation, course au CRV sur tous les protocoles. Disait mon blog s'est documenté depuis 3 mois. Non, un peu moins, mais 2 mois. Et c'est assez corrélé aussi avec Curve qui lui aussi est en train de revenir chatouiller pas loin de son ATH. En fait qu'il a techniquement un peu dépassé, quoi, parce que non, pas encore. Mais vous voyez que le lancement, voilà, et ce qui se passe au lancement, mais après on a eu un premier pic dans les 5,40 et là on est déjà à $5. Techniquement, voilà, on ne devrait pas tarder à y revenir. Ah, stylé, vas-y, je note ton nom si tu veux participer. Ah, mais du coup, moi non, tant que tu avec un pseudo, pas de problème. Hein. Moi, je prends les gens en live juste avec un micro et tu peux mettre un transformateur de voix si tu veux. Juste essayer d'avoir un truc qui n'est pas trop bonjour en mode robot, mais après ça me va. Donc ouais, peut-être qu'on fera plus une sorte de panel discussion religion sur les terres ou un truc comme ça. Il y avait 2-3 autres trucs, pardon, avant que je vous laisse. Et désolé, c'est un peu confus aujourd'hui, mais littéralement, j'ai réalisé que j'avais un live prévu genre 2 heures avant le live. Un petit site marrant sur lequel je suis tombé, je ne connaissais pas, c'est le Llama Air Force. Ça vous donne des petites stats un peu sur Curve et sur CRV. Attends, je note ton nom. Et donc là, ça va vous donner un peu des chiffres de haut niveau, notamment par exemple l'APR sur CVX en prenant en compte les bribes, les revenus au niveau du protocole. Et ce que j'aime bien, c'est que ça vous détaille vraiment toute la chaîne. C'est-à-dire, il n'y a pas encore la page Curve, elle va arriver, mais là, vous voyez, on est sur la page Convex. Après, on peut aller sur la page Votium et voir qu'est-ce que ça a donné les bribes. Regardez aussi cette magnifique courbe des bribes. Première semaine de bribe, 275K. Deuxième semaine, 400K. Troisième semaine, 1,85M. On se demande bien ce qui va se passer sur la quatrième. Où ça vous montre un peu la distribution des bribes. Donc, un site assez cool pour suivre un peu la game, on va dire, sur Curve. Il y en a un autre aussi, qui est celui-là, je crois que je vous l'avais déjà donné, mais au cas où, pour voir les bribes au niveau des poules. Et on avait parlé aussi dans le marathon, comment dire, le dernier marathon sur Curve, je crois, on avait parlé de ce produit-là qui est le Vault Badger de VLCVX. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à l'époque, moi je vous avais dit qu'ils avaient pardon, je me perds en route. Oui, donc il y avait une grosse incentive en Badger pour attirer des VLCVX, mais au final, c'est presque un traquenard qui a été posé, parce que vous voyez que maintenant, être chez Badger, ça vous paye 24-45%, ok, très bien, c'est chouette comme rendement, mais je vous rappelle de l'autre côté que la Llama Air Force nous donne l'APR qui est à 45% sur CVX, donc littéralement Badger a réussi la perf de sous-payer pour de la liquidité qui leur permet de booster leur propre Vault. Donc ça marche comme stratégie pour l'instant. Le truc c'est, est-ce qu'ils vont réussir à poser leur traquenard une deuxième fois? Ils ont intérêt à mettre des rendements plus conséquents pour que ça arrive. Après le truc c'est qu'il y a peu de compréhension encore sur CVX et sur CRV, et donc je me demande si c'est pas juste des gens qui savent pas que les bribes existent ou qui n'ont pas bien compris tout ça, qui vont là-bas. Alors, attendez, il y a quelques trucs dans le... pour les bribes, Tain Fond 10, on en a parlé pas mal sur cette chaîne. Je te mets un petit article au cas où. Mais c'est juste le concept que si tu possèdes des CRV et ses différentes formes dérivées,
Tu peux voter sur l'allocation des CRV sur différentes pool curves. Et ça, en fait, c'est très intéressant pour différents projets parce que ça leur permet d'avoir des incitations potentiellement puissantes pour attirer de la liquidité sur leur pool. Et donc, ça devient un jeu stratégique où, par exemple, on parlait tout à l'heure USDM. Typiquement, si tu veux lancer un stablecoin maintenant, tu as intérêt à avoir accès à de la puissance de vote de curve d'une manière ou d'une autre parce que ça va te permettre de pousser des très belles incentives en CRV sur ta pool et donc d'attirer de la liquidité et lancer la machine. Donc c'est vraiment critique. Tu as le petit truc dans le chat si tu veux creuser. Et qu'est-ce que j'avais d'autre Frax, on l'a fait. Ah oui, et il y avait ça pour finir. Enfin, peut-être pas pour finir, mais je sais pas, remarque si, probablement. Je commence à être un peu fatigué. Hop, je vous le mets là. C'est donc... alors déjà, oui, ok. Purement expérimental, ça a littéralement été lancé aujourd'hui et c'est pas audité, blablabla, donc et macaque qui est macaque, mais c'est votre choix et c'est pas mon problème. Mais donc, Hamzeus, qui est un des gars qui bosse sur Olympus DAO, qui propose une nouvelle approche au stablecoin swap, en fait, qui est, en gros, encore de minimiser la structure au maximum. C'est-à-dire que sur Curve, il y a tout un mécanisme de pricing qui permet de s'assurer que les pools sont équilibrés, et ainsi de suite, qui marche très bien, et qui n'a pas d'assomption. Là, Zeus, il réfléchit à un mécanisme qui a plus d'assomption, mais qui peut être potentiellement beaucoup plus léger et efficace. L'assomption qu'il fait, c'est quoi ? C'est tous les stables qui sont dans ce mécanisme valent $1. Donc vous voyez bien que cette assomption, elle peut avoir des risques. Mais maintenant, une fois qu'on rentre dans cette abstraction-là, si vous voulez, qu'on accepte cette prémisse juste l'espace d'une seconde, ça vous permet de créer un service de swap qui n'a plus besoin d'être conscient du prix des différents tokens et qui rentre dans une logique juste d'équilibrer sa pool pour qu'il reste une quantité de tokens disponible pour pouvoir swap dans différents sens. Et donc c'est ce qui vous détaille dans ce thread, où on rentre dans une logique où par exemple DAI serait dans cette pool-là avec une range allant de 20 à 70%, c'est-à-dire que il y a 20% de DAI dans la pool tout pile et vous voulez acheter du DAI, la pool va vous dire non, puisque vous allez la sortir de sa range. Donc voilà, ça devient un système qui ne peut pas trader en toutes circonstances, mais qui peut être très intéressant pour l'arbitrage et qui peut donner des choses assez pertinentes, peut-être, on ne sait pas. C'est à voir, mais ça peut être une couche additionnelle. Je pense pas que c'est le truc qui va remplacer Curve, ça clairement non. Mais je pense que ça peut être un peu comme une structuration de liquidité à part de Curve qui peut donner des arbitrages plutôt pertinents en conjonction avec Curve et Uniswap V3. Donc c'est un truc que vous pouvez aller voir pour un peu tester toutes ces idées qu'on a discutées aujourd'hui. Et ça reprend en plus un peu toute la discussion, puisque voilà, on va retrouver Frax et l'USD DAI, tout ça dedans. Et je ne sais pas s'ils veulent l'adosser à Hom ou si c'est vraiment un truc à part. Mais c'est assez intéressant en tout cas. Donc voilà, moi je pense que c'est à peu près tout pour moi. Je vous laisse un peu de temps si vous avez des questions. Et si, par contre... moi, j'ai quelques trucs à vous annoncer. Alors, attendez, j'ai généralement une confirmation qui m'attend là. Donc déjà, j'ai à vous annoncer le prochain marathon qui arrive la semaine prochaine, qui est Paladin.vote, créé par un Français, donc je vous rappelle, Romain Figueiro, et son équipe, bien sûr. Mais donc très content de discuter de ce sujet. Il viendra pas les mains vides, parce qu'il y a quelques trucs qui devraient arriver côté Paladin. Bon, le protocole est déjà lancé, mais il y a plusieurs développements qui devraient arriver à ce moment-là. Et on le reçoit donc la semaine prochaine pour un marathon, concept du marathon pour ceux qui ne connaissent pas. On prend le protocole de A à Z et on l'épluche, on l'explique jusqu'à que tout le monde ait compris. Et après ça, je vous avais dit l'autre fois que j'avais trouvé un Français chez Pool Together, très content donc, qui est donc Pierrick, et qui vient de me confirmer à l'instant même qu'il est dispo le 9 novembre, donc le mardi d'après, pour un marathon Pool Together. Donc on a 2 beaux lives à venir, et ouais, ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce que fait Pool Together en ce moment. Moi j'étais vraiment très emballé par leur V4, qui est une des approches cross-chain les plus pertinentes à l'heure d'aujourd'hui, hein, mine de rien. Parce que les gars arrivent quand même à faire des trucs assez stylés.
Alors oui, il y a ce délai d'un jour, blablabla, mais hey, un délai d'un jour pour arriver à faire ce qu'ils font, bah, ça me semble pas délirant. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de creuser ça. Et puis il y a... Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai, allez, comme je suis paradin en alpha, je vais juste vous mettre ça à l'écran et dans le chat, et je vous laisse voir par vous-même. Et en plus, c'est un chiffre marrant. C'est très intéressant, la V4 en ce moment. Je gagne tous les jours Pool Together personnellement et des prix plutôt sympas. J'ai pris... alors, il y a 3 tiers de prix. Il y a $10, $100 et 2500. Moi, ça fait 3-4 jours que je joue avec une certaine somme qui est mon problème. Et j'ai ramassé déjà pas mal de prix, dont un prix de $100 aujourd'hui, par exemple. Donc, c'était, voilà, c'est plaisant. Tu te lèves le matin, tu vas récolter ton petit prix Pool Together. Et je vous rappelle que c'est une loterie sans perte, tout ça, on discutera dans le live. Mais donc, c'est vraiment un truc qui, au-delà, c'est un peu comme climat dans ce sens-là, ça va au-delà de la DeFi. Là, on parle un peu de l'éducation financière, essayer de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que l'épargne, et ainsi de suite, et comment on fait ça de manière intelligente. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse de ce côté-là. Et avec Pierrick, bien sûr, on va vous détailler qu'est-ce que c'est Pool Together, comment ça fonctionne, la gouvernance, qu'est-ce qui arrive, et ainsi de suite. Mais j'aimerais bien, et bon, il faut encore que je lui en parle, le pot, mais j'aimerais bien aussi avec lui pas mal explorer ce côté-là de, ok, alors comment... en gros, pour moi, Pool Together, c'est le cheval de Troie de la DeFi, quoi. C'est-à-dire, littéralement, quand je rencontre quelqu'un qui est complètement, il était dans une cave et il n'a pas compris que la DeFi existait, généralement, je vais lui parler de Pool Together, parce que ça articule tout ensemble. Ça prend un problème du vrai monde et ça le résout, ça, en même temps, ça fait de l'éducation, c'est très, très, très pertinent. Donc pourquoi pas. Ah, et tiens, ça me fait penser, et je crois qu'après, on va s'arrêter là-dessus. Un truc que je n'ai pas mentionné sur Olympus, mais que j'adore, c'est qu'ils ont fait une loterie Pool Together Olympus, sans perte donc, qui s'appuie sur les rebases. Donc en fait, si vous voulez, il y a 2 approches à Olympus. Vous pouvez stake vos hommes et ramasser le fameux rendement toutes les 8 heures, très bien. Ou alors peut-être que vous êtes un peu plus dégène, et vous vous dites Sui Together. Alors Sui Together, c'est quoi? C'est en gros, les gens, ils mettent leur SOM ensemble pendant 3 jours, et à la fin des 3 jours, il y a, je crois, 3 gars qui tapent les rebases de tout le monde. Donc moi, je trouve que ce mécanisme, il est fabuleux. C'est une sorte de dégène dans le dégène. Ça peut donner des trucs marrants. Mais donc voilà, si vous rentrez dans ces systèmes-là, pourquoi pas. Moi, j'ai foutu quelques hommes dans le Sui Together, et je me dis peut-être un beau jour, je vais me réveiller avec un paquet d'hommes, ou alors il n'y aura rien, et tant pis, mais au moins, je me serais bien amusé. Et donc voilà, ouais, je crois que c'est à peu près tout. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je sais pas encore, peut-être qu'on va faire un petit live NFT jeudi si j'ai le temps de creuser les protocoles de lending sur les NFT qui commencent à émerger. Et sinon, mardi prochain donc, mardi prochain, pardon, avec Romain, on parle de Paladin.vote. Mardi d'après, avec Pierrick, Pool Together. Et on me demande dans le chat un autre marathon curve, mais on me le demande beaucoup. C'est vrai que ça va très vite côté curve. À voir, oui, on va peut-être se refaire un marathon curve, un marathon curve étendu plus, du coup, avec tout ce qui se passe dans l'écosystème. Peut-être, mais du coup, ça sera plutôt pour mi-novembre, puisqu'on a déjà les 2 prochains lives qui sont prévus. Ou convexe, oui, c'est vrai que ça peut être sympa, un marathon convexe. Il faut que je vois s'il y a du Frenchie là-bas. Ou peut-être encore avec Charlie, qui au final connaît très bien tous ces sujets. Donc voilà, je vous tiens au courant sur qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là. Mais en attendant, retenez, mardi prochain, Paladin.vote, et ça c'est vraiment intéressant, en une autre primitive sympa côté gouvernance. Et après Pool Together, il n'y a pas de pop aujourd'hui, pardon. J'ai tout simplement pas prévu du coup, j'avais oublié que j'avais un live. Voilà, comme ça c'est dit. Mais je vous en fais un pour les marathons au minimum. Voilà, peut-être pas pour tous les lives, mais pour les marathons, il y aura des POAP. Donc on va préparer un petit POAP Paladin et on va préparer un petit POAP Pool Together. Et comme ça, au moins, voilà, pour disons les lives un peu spéciaux, je vais faire en sorte qu'il y ait des POAP. Et si j'arrive à faire une infrastructure un peu plus agile, on fera potentiellement des POAP toutes les semaines. Parce que j'ai pas envie de vous shooter un POAP avec juste mon logo qui est un peu moche toutes les semaines, ça serait dommage, quoi. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit a priori à mardi prochain. Et si vous aimez les NFT, suivez-moi sur Twitter. Peut-être qu'il y aura un truc jeudi. Allez, à bientôt. Salut!